Maintenant, on y va. Alors, bienvenue à cette première activité. Ça a été long, mais je remercie Baudouin pour l'organisation finale, les conflits d'horaires et tout. Cette première activité grand public sur l'exposition sur le Cercle de Vienne qui se trouve à la bibliothèque en ce moment. Je vous informe d'ailleurs dès maintenant que la bibliothèque va être ouverte exceptionnellement jusqu'à 20h si vous voulez aller. C'est ça, hein, Pascal? 20h si vous voulez aller revoir l'exposition. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège de recevoir notre collègue très compétent sur la matière, Bruno Leclerc, qui va nous faire une présentation sur le projet radical de l'empirisme logique. Je te laisse là. Merci beaucoup pour votre invitation. Deux petites précautions oratoires avant de commencer. Première chose, je suis en fait aujourd'hui officiellement en grève. Je suis venu pour vous, je ne voulais pas vous laisser tomber, etc. Mais à Liège, on s'est un peu motivé pour lutter contre un certain nombre de mouvements, enfin de réformes qui vont affecter assez fortement les services publics, y compris l'université. Et j'étais officiellement en grève, mais je suis quand même venu. Et donc, on doit décompter ça de mon temps de grève. Alors, la deuxième chose, c'est, on m'avait parlé plutôt d'une conférence grand public. Je vois que c'est quand même un public relativement spécialisé en philosophie. Donc un certain nombre de choses que je vais présenter ici seront élémentaires, sont bien connues. Je vous prie de m'en excuser. Je vais passer peut-être plus vite sur certaines de ces choses-là pour entrer dans des questions de détail qui vous intéresseront peut-être davantage. Mais au départ, je voulais surtout pas snobber un public qui serait un peu extérieur à la philosophie, qui serait venu voir l'exposition et qui aurait assisté à cette conférence et que je voulais éventuellement pouvoir accueillir aussi dans cette conférence. Alors, pour parler du projet radicalement empiriste, radicalement logiquement empiriste de Carnap dans l'Aufbau, dans la construction logique du monde, je vais simplement réévoquer d'abord un petit peu un des grands enjeux de l'empirisme, tel que Carnap hérite de ce problème, à travers, disons, Hume et Kant, et puis parler du logicisme, qui est évidemment une des sources majeures d'influence sur ce projet, et puis alors en arriver sur la manière dont, à la suite d'initiatives que Russell avait déjà prises dans le même sens, sans la salle de Russell, Carnap va tenter, disons, d'utiliser les leçons du logicisme pour résoudre le grand problème de l'empirisme. Alors, qu'est-ce que j'appelle le grand problème de l'empirisme? En gros, c'est le grand problème qu'avait déjà évoqué Hume. Le grand problème de l'empirisme moderne, c'est en gros que toutes nos connaissances ne proviennent pas entièrement de l'expérience sensible. Pour un empiriste, ce serait rassurant de savoir que nos connaissances viennent de l'expérience sensible, dans la mesure où le sujet est alors passif, il reçoit les informations, il y a des chances qu'il les reçoit du monde, et au moins il n'est pas actif dans l'activité de connaissance, il ne transforme pas les données, et ça, ce serait évidemment une source de scepticisme si on n'est pas trop sûr que l'activité du sujet connaissance est conforme aux données du monde. Mais malheureusement, toutes nos connaissances ne proviennent pas entièrement de l'expérience sensible. Dans les termes de Hume, certaines de nos idées ne délivrent pas l'impression, et on sait très bien que Hume montre ça de manière particulièrement spectaculaire pour la notion de causalité, pour la notion de nécessité causale, mais aussi pour des notions comme celle de substance, et puis les formes d'espace et du temps, sont pour Hume introduites par l'esprit humain. Elles ne sont pas constatées dans l'expérience, elles ne dérivent pas d'impressions sensibles singulières, elles doivent être introduites au-delà des données de l'expérience, et elles doivent être introduites par l'esprit humain qui, sous l'effet de sa nature, c'est une traité de la nature humaine, sous l'effet de sa nature, en fait, par des effets d'habitude, finit par associer des idées et à considérer que ces liens d'association constituent en soi une manière de connaître, de rapporter les unes aux autres ces sensations. Pour l'idée de causalité, vous connaissez bien tout le raisonnement de Hume. Ce que je peux observer, c'est qu'un mouvement, c'est le fameux mouvement de la boule de billard, que le mouvement d'une des boules de billard précède le mouvement de la boule qu'elle vient entrechoquer. Je peux observer qu'il y a un moment de contiguïté spatiale entre les deux mouvements, et je peux constater que si je reproduis plusieurs fois l'expérience, ça se renouvelle en permanence, donc c'est ce qu'il appelle la conjonction constante des deux phénomènes. Ça c'est ce que je peux observer, mais je n'observe jamais le lien de nécessité causale entre les deux événements.
Et donc cette nécessité causale, elle doit bien venir, cette idée de nécessité causale, elle doit bien venir d'ailleurs. Et sa réponse, ben oui, elle vient en fait du fait que, ayant observé plusieurs fois le phénomène, je finis, lorsque je vois le phénomène de succession entre les deux mouvements de boule-billard, ben je finis, lorsque je vois le mouvement de la première, par déjà anticiper le mouvement de la seconde, parce que j'ai associé les idées de mouvement, et c'est cette espèce d'effet d'anticipation qui, sous l'effet de l'habitude, qui me laisse penser qu'il y a un lien nécessaire entre les deux, mais en fait, cette idée de nécessité, c'est quelque chose que j'introduis, que mon esprit humain introduit, et vous savez que Hume lui-même en tire un certain nombre de conclusions plutôt sceptiques. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux être sûr que mes connaissances sont conformes au monde lui-même si mon esprit est actif, si sous l'effet de l'habitude, il introduit des idées qu'il n'a pas reçues par l'expérience du monde. Alors, vous savez que Kant repart de là, au fond, et au fond, la réponse de Kant, ce qu'on appelle souvent la solution de Kant, en fait, c'est une espèce de reformulation du problème, ou disons, on assume le problème de Hume. En gros, l'idée, c'est effectivement, les sensations ne font pas encore des connaissances. La connaissance, ça suppose la synthèse du divers des sensations. Et pour cette synthèse, ben, il faut effectivement introduire des idées qui permettent la synthèse, les formes de la sensibilité, les catégories de l'entendement. Il faut effectivement les introduire en plus du donné sensoriel pour produire effectivement des connaissances. Mais là où Hume en tirait des conclusions sceptiques, ben Kant assume, il dit, mais en fait, il n'y a pas de connaissance sans ça. Donc, tout simplement, si vous contentiez de noter le divers des sensations, vous n'auriez pas encore une connaissance. Précisément, ces formes de la sensibilité, ces catégories d'entendement qui organisent la connaissance en faisant la synthèse du divers, ben sont les conditions de possibilité de connaissance. Il n'y aurait pas de connaissance sans elles. Donc, assumons qu'effectivement, elles sont introduites par le sujet connaissant. Ce n'est pas la nature humaine, ce n'est pas quelque chose de psychologique, c'est le sujet connaissant qui a besoin de ces outils pour organiser ses connaissances, et faire la synthèse du divers. Et donc, ben, ce n'est pas du scepticisme, c'est de l'idéalisme transcendantal. Il faut effectivement assumer que toujours, mais évidemment, le volet, disons, sceptique qui se maintient chez Kant, c'est en tout cas le monde phénoménal, le monde que je peux connaître, a forcément les formes que je lui ai imposées. On ne sait rien du monde en soi, mais le monde phénoménal, lui, forcément, a effectivement ces formes, enfin, est conforme à ces formes de sensibilité, à ces catégories de l'entendement, puisque je n'aurais pas pu le connaître sans elles. Et alors, c'est la fameuse l'idée que, par exemple, que les objets aient des formes spatiales et temporelles, qu'ils répondent aux lois, alors on va y venir, de l'arithmétique et de la géométrie, que les objets soient envisagés comme étant substantiels et porteurs de propriétés, que les objets soient insérés dans des chaînes causales, etc. Ce sont en fait des principes qui organisent tout le savoir scientifique, et ce sont des jugements synthétiques a priori. Ce sont des jugements qui, comme les jugements d'expérience sont synthétiques, c'est-à-dire fournissent des véritables informations. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu savoir par analyse même des notions impliquées. Il y a bien quelque chose de nouveau dans ces jugements, mais ce sont des jugements qui sont a priori, puisque c'est quelque chose qui s'impose du simple fait de l'activité de connaissance et qui n'est pas tiré de l'expérience sensible. Alors, en gros, vous voyez bien, formulé comme ça, le problème de l'empirisme, c'est le divers des sensations ne fait pas encore le tout de la connaissance. Le tout de la connaissance suppose en gros des formes, qu'on organise, qu'on fasse la synthèse de ce divers des sensations. Et ces formes, si elles ne viennent pas elles-mêmes de l'expérience, eh bien alors, il y a tous les risques que le sujet étant actif dans cette activité, dans ce travail, ben, que ce soit en partie arbitraire, que le sujet introduise là des choses, des informations, des idées qui n'étaient pas imposées par le réel lui-même. Scepticisme idéaliste transcendantal, c'est en fait deux facettes un peu de cette idée que, oui, le sujet est actif, et si le sujet est actif, eh bien il introduit dans son activité de connaissance des données qu'il n'a pas reçues. Alors, l'empirisme logique, de cette façon, c'est une stratégie, enfin une tentative d'essayer de botter en touche, de dire, non, les formes, en gros, pour l'annoncer déjà, les formes qu'introduit l'esprit dans l'activité de connaissance, c'est exclusivement les formes logiques. Il n'y a rien d'autre.
Et donc, en fait, tous les principes qui organisent la science, ce seront des jugements analytiques et pas des jugements synthétiques a priori. Alors, justement, c'est là qu'arrive, évidemment, l'outil particulier pour penser, pour permettre cette conception empiriste, qu'est le logicisme. Et le logicisme, c'est évidemment un projet dont Carnap hérite, de gens qui ont été ses maîtres à penser, hein, que ce soit Frege dont il a suivi les cours, que ce soit Russell dont il a dévoré les Principia Mathematica, que ce soit Wittgenstein dont il a dévoré le Tractatus, ce sont des gens qui vont le mener à identifier le rôle de la logique en science. Alors, la cible de tous ces auteurs, Frege, Russell, Wittgenstein, et puis Carnap, c'est quoi? C'est Kant. C'est Kant. Et précisément, l'idée, c'est en fait montrer à tous égards qu'il n'y a pas de jugement synthétique a priori, et qu'il n'y a aucun rôle de l'activité d'un sujet connaissant en science. La logique peut faire tout le travail. Alors, donc, Kant, on revient sur Kant, vous connaissez bien l'idée de ces jugements synthétiques a priori, donc tous les principes structurant la science sont des jugements synthétiques a priori, ce sont des jugements synthétiques informatifs, où il y a une information nouvelle dans le prédicat par rapport au sujet, c'est-à-dire il ne suffisait pas d'analyser les idées de départ pour identifier que cet énoncé était forcément vrai par analyse des concepts impliqués, il y a bien une information nouvelle dans ces jugements, mais ce sont des jugements qu'on pourrait néanmoins connaître indépendamment de l'expérience, alors que les jugements synthétiques, a posteriori, sont évidemment très facilement envisageables. J'observe par l'expérience que tel chat a telle couleur, c'est un chat gris. Bien ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un jugement synthétique, un jugement informatif, mais là, on sait bien d'où vient l'information, elle vient de l'expérience. Mais d'où vient alors l'information de ces jugements qui seraient synthétiques et pourtant a priori? Alors, Kant dit que des énoncés comme le monde est composé de substances porteuses de propriétés, tout phénomène a une cause, etc. Ce sont des jugements synthétiques a priori, ce sont ces jugements qui organisent la science, et Kant considère que c'est évident déjà, hein, c'est par là qu'il commence, il y a déjà ce type de jugement en mathématiques. Aucun des côtés d'un triangle n'est plus grand que la somme des deux autres, c'est un exemple d'énoncé géométrique, dont il dit, ça c'est un jugement manifestement synthétique a priori. C'est un jugement informatif, c'est-à-dire que la notion même de triangle, si je l'analyse, elle contient essentiellement l'idée d'une figure fermée à trois côtés. Il y a manifestement dans le nom même l'idée qu'il y a trois angles, mais analyser la notion de triangle ne me suffit pas à obtenir cette information nouvelle que aucun des côtés du triangle n'est plus grand que la somme des deux autres. Pour le savoir, il faut que j'essaie d'en construire un. Et dès que j'essaie d'en construire un, eh bien, je me rends bien compte, et que quand j'essaie de le représenter dans l'espace, que je vais échouer à pouvoir fermer ce triangle si un des côtés d'un triangle est plus grand que la somme des deux autres. La somme des angles de triangle est égale à 180 degrés, car vous savez bien comment cette démonstration-là, c'est une démonstration très classique, et de nouveau, dès que je construis un triangle, je me rends compte que, dit Kant, alors je vais essayer de le faire quelconque pour que précisément on voit ce qui est généralisable là-dedans, je peux facilement démontrer que la somme de ces angles est égale à 180 degrés. Je vais traverser le parallèle à ce côté-ci, je vais prolonger ces deux-là, et puis par simplement les lois des angles et des parallèles, je sais que cet angle-ci est égal à celui-là, puisque c'est une même droite qui coupe deux parallèles, de la même façon que celle-ci est égal à celui-là, puisque ce sont une même droite qui coupe deux parallèles, et puis ces deux angles-ci sont simplement les angles opposés, et donc coupés par deux mêmes droites, et donc on voit bien ici que la somme de ces angles-là correspond aux trois angles qui sont sur qui correspondent à 180 degrés d'une droite, non ? Et donc il suffit d'essayer de représenter, et je vois bien que quand j'essaie de le représenter, je peux immédiatement le prouver, et je vois bien que je le prouve pour n'importe quel triangle. Bien sûr, vous pourriez dire, tu as dû faire une expérience sensible. Oui, mais ma preuve ne dépend pas de cette expérience sensible particulière, parce que n'importe quel, j'aurais pu construire un triangle différent, et on voit bien les contraintes même de la construction de cette preuve représentée montrent que ça doit valoir pour n'importe quel triangle. Ce qui serait évidemment intéressant, c'est de dire, et si je plie le tableau bon, qu'en est-il si mon plan n'a pas une courbure nulle, enfin, d'accord,
bien sûr, c'est un présupposé de la preuve. Mais vous voyez bien que ce que Kant dit, en mathématiques, nous avons ce type de jugement synthétique, c'est informatif d'apprendre que la somme des angles de triangle est égale à 180 degrés, c'était pas le concept de triangle qui contenait cette information, mais c'est néanmoins des jugements que je peux identifier, qui sont vrais a priori, dont la vérité ne dépend pas d'une expérience sensible particulière. Souvent, je dois faire des représentations et donc découvrir ça dans l'espace, dit Kant, pour les jugements géométriques, mais néanmoins, ça vaut pour tous les triangles et pas pour un triangle particulier, alors qu'évidemment, que savoir que ce chat est gris, ça dépend de l'expérience sensible de ce chat particulier. 7 plus 5 égale 12, vous savez bien, le jugement arithmétique, alors c'est assez compliqué chez Kant, ça suppose des représentations dans le temps, parce que je peux additionner 7 moments, disons, cet instant du temps à 5 autres, et puis les recompter et arriver à 12 moments, mais ça suppose donc en gros de passer par la représentation du temps, mais de nouveau, ce n'est pas une représentation singulière, ça vaut universellement. J'aurais pu d'ailleurs simplement imaginer ce travail sans le percevoir en direct, et donc c'est un jugement synthétique a priori. Kant considère évident qu'en arithmétique et en géométrie, il y a des jugements synthétiques a priori, et il prend pour modèle ces jugements synthétiques a priori qui existent en mathématiques pour dire qu'il y a partout, à d'autres endroits en sciences, et même partout en sciences, d'autres principes structurant le discours scientifique qui sont aussi synthétiques a priori. Ça suppose évidemment que j'introduise la notion de substance, que j'introduise la notion de cause, c'est moi qui les introduis, mais une fois que je les ai introduits, je sais bien que tout le monde phénoménal pensé par ces catégories aura ces caractéristiques-là. Là, vous savez que c'est la position qui est la cible des logicistes. Et Frege, le premier, va attaquer Kant sur l'arithmétique. Kant a tort, en tout cas, sur l'arithmétique. Ce n'est pas vrai. C'est Grundlagen de l'arithmétique, qui sont en dialogue. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir les Grundlagen de l'arithmétique. C'est un ouvrage qui est très facile à lire, c'est un ouvrage qui n'est pas technique. C'est vraiment un dialogue avec les grands philosophes du 18e, 19e siècle qui ont pensé des mathématiques, les empiristes, et puis la position kantienne. Il y a un dialogue de philosophe à philosophe sur quels sont effectivement les fondements de l'arithmétique. L'ouvrage c'est un ouvrage programmatique, les Grundlagen de l'arithmétique. Frege ensuite réalisera le projet élaboré, si on peut dire théoriquement, dans les Grundlagen de l'arithmétique de 1884. Il le réalisera dans les 2 volumes des Grundgesetze d'arithmétique, les lois fondamentales de l'arithmétique. Et là, c'est un bouquin technique. Là, c'est plein de démonstrations, etc., avec la notation de Frege, etc. Et là, évidemment, il faut suivre un peu plus page par page. Et c'est moins intéressant pour des gens qui font juste un peu d'épistémologie. Il faut aller regarder un peu les détails logiques de la chose. Mais sinon, le projet des Grundlagen, en gros, des Grundlagen d'arithmétique, c'est simplement dire, en fait, en tout cas en arithmétique, Kant a tort, les jugements arithmétiques ne sont pas synthétiques a priori, ils sont entièrement logiques. Ils sont entièrement analytiques, puisque Kant opposait les jugements synthétiques a priori aux jugements analytiques et disait la logique, elle est exclusivement analytique. Et bien, en fait, l'arithmétique n'est qu'une sous-partie de la logique. On peut montrer que toute l'arithmétique peut être dérivée de la logique. Et ça suppose quoi ? Ça suppose, en gros, montrer que les notions arithmétiques fondamentales sont définissables en termes purement logiques. La notion de nombre, la notion d'égalité, la notion d'addition, et puis, d'accord, toute une série d'autres notions arithmétiques fondamentales sont définissables en termes purement logiques. Ce sont des notions logiques. C'est juste des abréviations pour des notions logiques assez complexes. Du coup, quand on a fait ce travail de traduction, si on peut dire, on pourrait montrer que les vérités arithmétiques fondamentales, en fait, sont simplement des théorèmes de la logique. Ça paraît, du point de vue de l'arithmétique, ça paraît des axiomes. Peano n'a pas encore axiomatisé l'arithmétique, mais ce qui paraît être des principes fondamentaux du point de vue de l'arithmétique, ce sont en fait des théorèmes de logique des prédicats, en gros. Et puis, les principes d'inférence utilisés en arithmétique sont simplement les principes d'inférence logique, le modus ponens, etc. Et donc, si vous avez prouvé que les notions arithmétiques fondamentales sont des notions logiques, que les vérités arithmétiques fondamentales sont des théorèmes logiques, que les principes d'inférence arithmétique sont logiques, vous avez démontré que l'arithmétique tout entière se réduit à la logique, est une partie de la logique. Alors, ça vaut peut-être la peine d'un peu... Je suppose que on vous a déjà un peu montré ça, comment on réduit l'arithmétique à la logique.
Oui, vous êtes plus ou moins... Non, pas tout à fait, ça vaut la peine. Vous pouvez reparcourir un peu ça, parce qu'en fait, Carnap peut utiliser évidemment ces outils-là pour la suite, mais l'idée pour le dire assez rapidement, l'idée de Frege, c'est... la notion de nombre, je peux la définir en termes purement logiques. En gros, je vais partir de l'idée de cardinalité d'un ensemble, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'un ensemble, et ce que je peux déjà très facilement exprimer en termes logiques, c'est l'équicardinalité, c'est-à-dire le fait que deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Ça, je vais vous le montrer tout de suite en logique des prédicats, je vais préparer une petite dia, d'accord? Je peux dire, d'accord, deux ensembles ont le même nombre d'éléments, ils peuvent être mis en bijection, d'accord? Je peux, à chaque élément du premier ensemble, faire correspondre un et un seul élément du second ensemble, et à chaque élément du second ensemble, un et un seul du premier. Ça, c'est quelque chose que je peux exprimer en termes purement logiques, en logique des prédicats, d'accord? Pour tout élément du premier ensemble, il y a un élément du second qui est mis en relation avec lui, et il est le seul puisque tout autre élément du second ensemble qui serait lui aussi mis en relation serait le même, en gros. Donc il y a un et un seul qui peut être mis en relation. Et pour tout élément du second ensemble, eh bien, donc l'ensemble des G, l'ensemble des F, il y a un et un seul ensemble du premier, un élément du premier, un et un seul élément du premier qui peut être mis en relation. En gros, voilà, ça ne se présente pas exactement comme ça dans ce terme-là chez Frege, mais en gros, voilà qu'il dit, vous voyez que je peux exprimer en logique des prédicats l'idée de bijection, l'idée de corrélation biunivoque entre deux ensembles. Et donc, je peux exprimer l'idée que deux ensembles ont la même cardinalité. Et bien, à partir de ça, je peux commencer à définir les nombres à part 1. Je peux dire, au fond, 0, c'est quoi? C'est l'ensemble des ensembles qui peuvent être mis en corrélation biunivoque avec un ensemble vide de départ. Alors évidemment, si vous dites un ensemble vide, c'est quoi? C'est un ensemble qui a 0 élément, ce serait circulaire. Non, mais un ensemble vide que je peux définir lui-même en termes purement logiques, l'ensemble des objets qui ne sont pas identiques à eux-mêmes. Si vous avez la fonction x différent de x est différent de lui-même, ben ça, on voit bien qu'il n'y a aucun objet dans une logique standard qui satisfera cette exigence, et donc j'aurais défini, par définition, étant donné les contraintes mêmes de constitution de cet ensemble, un ensemble vide, eh bien, je veux dire, tous les ensembles qui peuvent être mis en corrélation biunivoque avec cet ensemble vide de départ seront eux-mêmes des ensembles vides. Ben, je vais dire simplement 0 est, si vous voulez, la propriété commune qu'ont ces ensembles. C'est la cardinalité commune de ces ensembles. Et puis 1, ben, je peux définir, c'est l'ensemble des singletons, si vous voulez. C'est la propriété commune aux singletons. Mais comme un singleton, évidemment, c'est un ensemble qui a un élément, ça paraît circulaire, sauf que je peux constituer un ensemble, un singleton de départ, qui, en termes purement logiques, ce serait l'ensemble des objets qui seraient identiques à 0 que je viens de définir. Et là, il n'y en a qu'un, 0. Et donc, tous les ensembles qui peuvent être mis en corrélation biunivoque avec l'ensemble caractérisés par la fonction x égale 0 sont des singletons, et 1 est leur propriété commune, si vous voulez, on peut considérer que 1 est l'ensemble de ces ensembles. Et puis 2, etc. Et vous voyez que c'est une stratégie simplement ingénieuse pour dire, en fait, je vais pouvoir définir les nombres naturels en termes logiques, puis je vais définir l'égalité, ce sera en gros l'identité logique, je vais définir ce que c'est l'addition. Alors l'addition, c'est en gros quelque chose que l'union des ensembles, mais il va falloir vérifier qu'ils n'ont pas de terme commun d'abord. Bon. Et puis la multiplication, ben, ça c'est créer des couples entre les ensembles, etc. Mais il y a moyen de définir ça en termes purement logiques. Et quand je fais ça, après avoir fait ça, je vais pouvoir montrer qu'un certain nombre de théorèmes, de principes généraux de l'arithmétique, eh bien en fait, peuvent être démontrés en logique des prédicats. Et vous savez que c'est ce que vont faire Russell et Whitehead par la suite, et il leur faut une centaine de pages, je ne sais plus exactement, pour démontrer qu'un plus 1 égale 2. Alors, c'est un peu ridicule, l'arithméticien jamais ne partira de là, mais c'est en soi intéressant comme projet de dire, vous voyez bien que nous, on peut arriver là où l'arithméticien démarre, mais on peut arriver à montrer en termes purement logiques, en logique des prédicats, que 1 plus 1 égale 2, et puis alors évidemment, de ça, l'arithméticien continue à tirer toutes les conséquences, que nous pourrions exprimer en termes logiques. Ça ferait des bouquins gigantesques, parce que exprimer 1 plus 1 égale 2 en termes logiques, c'est très long, mais en fond, ce que fait l'arithméticien, c'est juste abréger des théorèmes que nous pouvons démontrer en termes purement logiques. Et dans ce cas-là, l'arithmétique est purement logique, et si l'arithmétique est purement logique, Kant a tort sur l'arithmétique. Il n'y a pas de jugement synthétique a priori en arithmétique. Les jugements arithmétiques, c'est juge des jugements analytiques, ce que déjà d'ailleurs avait dit Bolzano, quelques années après Kant. En 1819, je crois, il y a déjà une démonstration
Bolzano, non pas que 7 plus 5 égale 12, mais que 7 plus 2 égale 9, ce qui est la même chose. Il montre que c'est lié à la définition même, en gros, de 7, de 2 comme successeur de 1 et de 9 comme successeur de 8, qui est successeur de 7, etc. Et puis que c'est lié, en gros, à l'associativité de l'addition. Alors, ce projet-là, logiciste, que Frege programme, si on veut dire, les Grundlagen d'arithmétique, et puis réalise dans les Grundgesetze d'arithmétique, Russell et Whitehead, enfin Russell d'abord dans les Principles of Mathematics de 1903, et puis avec Whitehead dans les 3 volumes. De nouveau, il y a Principles of Mathematics, c'est l'ouvrage programmatique, où Russell pense le projet, et puis les Principia Mathematica, c'est vraiment l'ouvrage où il le réalise dans le détail avec toutes les démonstrations à la clé. Il le réalise avec Whitehead dans les 3 volumes des Principia Mathematica de 1910 à 1913. Et alors, j'ai juste remis la même chose, sauf que j'ai remplacé arithmétique partout par mathématiques. L'idée de Russell et Whitehead, c'est comme d'une certaine façon on peut exprimer la géométrie via l'analyse en termes arithmétiques, en termes de théorie des nombres, eh bien, on va pouvoir en fait montrer que c'est pas simplement l'arithmétique, mais c'est toutes les mathématiques qui sont réductibles à la logique, qui sont exprimables en termes logiques, mais aussi dont les vérités ne sont en fait que des vérités logiques, et que les principes d'inférence en géométrie, c'est les mêmes que les principes d'inférence logiques, et donc les mathématiques tout entières, géométrie comprise, ne sont qu'une branche de la logique. Elles sont entièrement analytiques dans le terme kantien, et pas synthétiques a priori. Kant a tort, et ils sont tout fiers. C'est une de grandes victoires de montrer que Kant a tort, mais c'est pas rien, évidemment. Kant est une grande figure épistémologique de la fin du XVIIIe siècle. Il a influencé toute l'épistémologie du XIXe siècle, soit qu'on s'en soit positionné contre lui, soit qu'on l'ait suivi, et donc évidemment montrer qu'il a tort, c'est pas rien. Mais évidemment, pour l'instant, Frege et Russell n'ont montré que Kant a tort que pour les mathématiques. Carnap va faire mieux, il va dire Kant a tort sur toute la ligne. Kant, c'est tout faux. Et moi, quand j'enseigne aux étudiants, c'est ce que je dis, voilà. Olivier Bouclé vous explique Kant, etc. Mais moi, je vais montrer que c'est tout faux. Et puis après, on discute après. Alors, l'étape de l'atomisme logique, c'est-à-dire qu'évidemment, Wittgenstein, et j'aurais dû parler aussi de notre connaissance du monde extérieur de Russell, il formule en gros un projet qui en fait sont les grandes bases théoriques de l'empirisme logique tel que Carnap va le développer. Mais dans le Tractatus, il y a des thèses qui sont assez... Vous savez que c'est un ouvrage très étrange, je veux dire au sens où c'est une suite de paragraphes très courts, voire de phrases isolées, simplement numérotées de manière hiérarchisée, ça compte quand même, mais qui sont très peu argumentées. L'argumentation, il faut la reconstruire en voyant qu'on passe d'un paragraphe à l'autre qui a l'air d'être une explication de ça, etc. Mais donc il y a des affirmations, ça commence par se dire là, le monde est la totalité des faits dans des choses, le monde se dissout en faits, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée du Tractatus, l'idée de l'atomisme logique, c'est la science, c'est une combinaison de propositions élémentaires, et c'est une combinaison purement logique de propositions élémentaires. En gros, il y a des propositions élémentaires en science, elles sont vraies ou fausses, ça dépend du monde. Donc selon que le fait qu'elles énoncent a lieu ou non, la proposition élémentaire est vraie ou fausse, mais toutes les propositions plus complexes dont est composée la science, elles ne sont en fait que des combinaisons vérifonctionnelles des propositions élémentaires. C'est-à-dire, dès que je connais la valeur de vérité des propositions élémentaires, je peux calculer la valeur de vérité de toutes les propositions complexes parce que je connais l'étape de vérité de la conjonction, de la disjonction inclusive, du conditionnel, etc. En gros, je dois avoir par le monde l'information s'il pleut ou pas à New York, supposons qu'il pleuve. Je dois avoir l'information qu'à New York actuellement, il fait peut-être 20 degrés. Et puis, alors, je peux avoir éventuellement l'information qu'il y a de l'évaporation à New York. Mais en tout cas, je vais pouvoir, à force de faire toutes des observations de ce type-là, pouvoir à un moment dire, quand il pleut et qu'il fait 20 degrés à New York, alors il y a de l'évaporation à New York. Ce sera, enfin il faudrait en fait généraliser, mais ce serait un énoncé de ce type-là, et il sera faux si de temps en temps le conséquent est faux, alors que
que les deux antécédents sont tous les deux vrais, donc que la conjonction est vraie. En gros, voilà. Et la science ne fait que ça. La science, elle ne fait qu'établir qu'un certain nombre de rapports essentiellement conditionnels entre des conjonctions d'événements et éventuellement des conjonctions, des disjonctions d'autres événements. Donc en gros, en science, il y a deux enjeux. Il y a d'une part identifier, déterminer si les propositions élémentaires sont vraies ou fausses. Et puis évidemment, il y a un travail qui est ingénieux de la part des scientifiques, c'est-à-dire construire les théories. Mais les théories, on saura si elles sont vraies ou fausses simplement par calcul vérifonctionnel à partir de la valeur unitaire des propositions élémentaires. Atomisme logique. Les théories, c'est juste des compositions moléculaires d'atomes, et cette composition, elle est exclusivement logique. Et en particulier, vous savez que Wittgenstein dit explicitement, on n'a pas besoin de cause, il le dit dans Tractatus, on n'a pas besoin de lien de causalité. Le conditionnel fera l'affaire, précisément parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les mécanismes derrière ces rapports conditionnels entre les événements. La science peut se contenter de mettre en évidence ces liens conditionnels entre les événements. Et donc, c'est aussi une affirmation importante du Tractatus qui traduit un peu cette idée d'atomisme logique, c'est il y a des énoncés qui paraissent nécessaires en logique. Qui sont nécessaires, mais P ou non P, la loi dans la logique standard, la loi du tiers exclu, P ou non P, au moins un des deux doit chaque fois être vrai, eh bien cet énoncé, en fait, semble dire quelque chose d'une espèce de monde des idées qui contiendrait, d'accord, les lois mathématiques et les lois logiques, etc. Mais Wittgenstein dit non. En fait, les tautologies, elles ne disent rien, elles montrent la forme du monde. C'est-à-dire, en gros, tout ce que, avec les tautologies, vous faites, c'est pas ajouter des informations par rapport aux seules informations qui comptent, ces informations que véhiculent les propositions élémentaires. Vous exhibez simplement en disant, ça c'est une de mes tautologies, et en fait, on voit bien que ça ouvre la porte à j'aurais pu choisir d'autres tautologies, il y aurait pu avoir des logiques alternatives. Au fond, si je renonce au tiers exclu, j'aurais pu construire une logique différente, et donc une science différente. Mais si j'indique par mes tautologies, voici en gros les lois de combinaison par lesquelles je vais construire ma science, et les tautologies, elles montrent la forme des théories, et par là même les formes du monde, mais elles ne disent rien de plus sur le monde. Ce qui parle du monde, c'est exclusivement les propositions élémentaires. Okay. Et une affirmation importante du Tractatus, qui traduit bien l'idée dont va s'emparer Carnap, c'est la logique transcendantale. Et quand on dit logique transcendantale, évidemment, c'est Kant, c'est une référence à Kant. Ça veut dire, oui, c'est vrai que l'organisation des connaissances suppose des données empiriques et de les mettre en forme. Donc il y a du transcendantal, mais le seul transcendantal dont on a besoin, c'est la logique. Et donc c'est la réponse à Kant, pas besoin de synthétique a priori, l'analytique suffira. On va utiliser la logique, et c'est la logique qui va organiser le divers des sensations, et on n'a pas besoin d'une activité du sujet connaissant qui introduit des notions quand même suspectes, comme celle de causalité, de substance, d'espace, de temps, etc. Ce sont des notions dont Hume lui-même se méfiait, que Kant avait assumé en disant ben oui, il n'y a pas de connaissance sans ça. Eh bien, en fait, on n'a même pas besoin de les introduire. On va pouvoir faire la science sans ces notions. Alors, on arrive maintenant, évidemment, au projet de l'empirisme logique. Ben, l'empirisme logique, c'est l'idée que les propositions élémentaires ont des conditions empiriques de vérité. Il y a des propositions élémentaires qui sont vraies ou fausses en fonction du monde. Et là, l'atomisme logique est un peu neutre sur ce qui rendait vrai ou faux, sur comment se faisait la correspondance entre les propositions et les faits. Mais ici, c'est assumé. C'est l'expérience qui va nous dire si les propositions élémentaires sont vraies ou fausses. L'expérience sensible. Et les théories, ce sont simplement des combinaisons vérifonctionnelles de propositions élémentaires. De nouveau, vous me donnez la valeur de vérité de toutes les propositions élémentaires, je vous calcule la valeur de vérité de toutes les théories. Il n'y a rien d'autre à faire une fois que la valeur de vérité des propositions élémentaires est déterminée, et elle est déterminée par l'expérience. Il n'y a rien d'autre à faire que du calcul logique pour savoir si les théories sont vraies ou fausses. Donc en gros, le contenu des théories est entièrement empirique. Ce qui apporte l'information, c'est l'expérience, comme Hume le voulait. Et la forme,
elle est exclusivement logique, et la logique, on sait bien depuis Kant, en gros, qu'elle ne contient aucune information, qu'elle est entièrement tautologique, pour le dire comme Wittgenstein, qu'elle sert essentiellement à reformuler autrement des informations dont on disposait déjà. Et donc, en gros, parfait, on a réussi, c'est impeccable, on a résolu le problème de Hume, on a l'information qui vient de l'expérience, et sa mise en forme, c'est juste de la reformulation, c'est juste de la réorganisation logique, mais en fait, il n'y a pas plus d'informations dans la théorie que dans les propositions élémentaires, simplement il y a une organisation qui est plus facilement gérable. Il vaut mieux rassembler l'information dans des théories, mais en fait, connaître tous les faits vrais au propos du monde, ce serait avoir déjà toute l'information qu'il y a à avoir sur le monde. La théorie n'apportera aucune information supplémentaire, simplement elle les présenterait autrement. Okay. Et en fait, quand je dis ça, c'est en gros l'espèce de fantasme absolu de l'empirisme logique. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Popper. Il y a une différence majeure, sur laquelle je vais venir, mais en gros, l'idée, c'est les propositions élémentaires ont des conditions empiriques de vérité, les théories sont des combinaisons fonctionnelles de propositions élémentaires, le contenu des théories est empirique, la forme de théorie est exclusivement logique, mais il se rappelle quand même de quelques lois logiques importantes. Enfin, la génération universelle, elle n'est pas valide, tandis que la génération existentielle, donc la transformation universelle, elle est valide. Et donc, alors ça l'amène à l'idée que oui, c'est bien comme ça que fonctionne la science, mais la confrontation à l'expérience, elle est de l'ordre de la réfutation et pas de l'ordre de la vérification. Mais sinon, je veux dire, ça c'est évidemment quelque chose de génial chez Popper et qui change quand même notre regard sur la science, mais globalement, il partage ses grandes idées avec Carnap. Alors, comment est-ce que concrètement, parce que maintenant vous voulez savoir, et dans l'Aufbau, comment est-ce qu'il réalise ce projet-là? C'est génial. C'est génial. Je veux dire, toute l'épistémologie postérieure à Carnap va critiquer, va montrer tous les problèmes que pose l'Aufbau. D'accord? Mais évidemment, c'est un projet génial. C'est quoi les propositions élémentaires? Il dit, nous éprouvons, chaque sujet connaissant, éprouve des expériences élémentaires. Et ces expériences élémentaires, il ne dit pas exactement ce qu'elles sont. Nous avons ce que sans doute Husserl aurait appelé des vécus, et nous faisons en permanence des expériences sensibles, par nos différents sens. Nous éprouvons un certain nombre de choses. C'est ça, en fait, notre première source d'information. Ce sont ces expériences élémentaires. Et il y a quelque chose que nous pouvons constater, et vous savez que c'était déjà une notion qui était importante chez Hume, les ressemblances, et quelque chose que nous pouvons constater, c'est des constats de similarité entre des expériences élémentaires, soit que nous vivons simultanément, soit que nous vivons successivement. Donc en fait, ce que nous pouvons constater, c'est pas seulement la similarité, c'est aussi la reconnaissance de similarité. Le fait, Ähnlichkeitserinnerung, le fait que je me rappelle que c'est souvenir de similarité. Souvenir de similarité. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le sujet connaissant fait des expériences, et puis tout d'un coup, il dit tiens, ça me fait penser à une expérience que j'ai déjà eue. Ou bien, tiens, ces deux expériences qui sont simultanées ont, sous un certain aspect que je ne peux pas encore préciser, mais une certaine ressemblance. Et je dis c'est très important, sous un aspect que je ne peux pas encore préciser, parce que l'idée de Carnap, c'est on va les construire logiquement, ces aspects. Ils ne sont pas déjà donnés, il va falloir les construire et on va commencer, la théorie elle commence déjà quand j'essaie de décrire les aspects sous lesquels se ressemblent mes expériences élémentaires. Donc en gros, j'aurai des propositions élémentaires, toutes mes propositions élémentaires ce sera chaque fois, tiens j'ai eu une expérience, cette expérience-là, X, cette expérience X ressemble, est similaire à l'expérience Y, et toutes les propositions élémentaires ont toujours cette forme-là, telle expérience ressemble à une autre. Mais je vais pouvoir construire des objets théoriques, qui vont être les objets typiquement qui vont mobiliser le discours scientifique, et par cette construction, je vais pouvoir alors construire aussi les discours scientifiques, et discours scientifiques qui seront toujours réductibles à des combinaisons logiques de propositions élémentaires, de sorte que, j'annonce déjà la fin, de sorte qu'après, je pourrai toujours connaître les conditions de vérité de n'importe quel énoncé de la science. Les conditions empiriques. Il va falloir, est-ce qu'il y a bien des constantes de similarité entre ces expériences élémentaires telles que l'énonce la science? Alors,
ça va se faire palier par palier, cette construction logique d'objet théorique. Et on va commencer, et ça c'est tout à fait spécifique à Löfbau, on va commencer par la sphère de connaissance première, qui est la sphère subjective, la sphère phénoménale, la sphère eigenpsychisch, dit Carnap, c'est-à-dire d'abord j'ai un savoir de mes propres vécus. Et par exemple, au sein de mes propres vécus, au sein de mes propres expériences, je vais déjà construire ces premiers objets théoriques que sont les sensations. Les sensations qui étaient typiquement la base pour les empiristes. Quelqu'un comme Marc va dire on commence par les sensations, puis on construit des objets théoriques à partir des sensations. Non, les sensations c'est déjà un construit théorique. Et je vais vous montrer comment on construit des sensations à partir de similarités entre expériences élémentaires. Et vous allez voir le travail du logicien il connaît bien son Frege et son Russell et Whitehead, il connaît bien comment on construit par abstraction logique des objets théoriques, etc. Et comment on peut reformuler ensuite les énoncés construits comme ça en des énoncés de niveau inférieur, de type logique inférieur en fait, par simplement reformulation logique. Donc, les sensations, c'est quoi? La sensation de bleu, par exemple. Je ne vis pas tout de suite le bleu. Ce que je vis, c'est, j'ai des expériences, et je n'ai pas encore le concept de bleu pour penser cette expérience-là. Je n'ai pas le concept de cercle, ou de rond, ou de forme ronde, ou de forme carrée. Je n'ai pas encore les concepts de forme et de couleur, par exemple, même dans ma perception visuelle. Sans doute que j'ai certaines qualités sensibles dans mes sensations, mais je n'ai pas encore de quoi les catégoriser comme bleu ou comme carré. Mais je vais pouvoir construire la notion de bleu et la notion de carré comme des classes d'équivalence sur la relation de similarité entre expériences. Alors, pour vous montrer ça, j'ai quelques dias pour vous le montrer. Imaginons que je fasse d'abord l'expérience, c'est une expérience X d'un cercle bleu. Je suis incapable de la penser comme cercle bleu. On me montre un cercle bleu, d'accord? Pour l'instant, j'ai juste une expérience. Et cette expérience, en fait, elle me fait penser à d'autres expériences que j'ai déjà faites. Des expériences de cercle rouge, jaune, vert, marron. Ok? Elle m'y fait penser, simplement je sens qu'il y a quelque chose de semblable. Mais je n'ai pas encore la notion de circularité. Je ne sais pas qu'elles sont similaires par la notion de circularité. Je sais juste qu'elle m'y fait penser. Mais ça veut dire que cette expérience-là, elle me fait aussi penser à d'autres expériences que j'ai faites. Elle a aussi une similarité, et la même similarité. Je ne suis pas encore capable de la spectualiser. Donc cette expérience, elle fait penser à celle-là, et elle fait penser aussi à celle-là. D'accord? Et pour l'instant, je ne peux pas dire qu'elle ressemble à celle-là sous l'aspect de la forme, si on peut dire, et à celle-là sous l'aspect de la couleur, et déjà distinguer la notion de bleu et la notion de cercle. Je ne peux pas. Mais, celle-là me fait penser à toutes, mais par contre, entre elles, celles-là, elles se font penser à toutes les autres, elles font penser au bleu, et enfin, je veux dire, elles font penser à... D'accord? Et celle-là, entre elles. Mais par contre, celle-là, pas du tout à celle-là. Et celle-là, pas du tout à celle-là. Donc, il n'y a pas de transitivité. D'accord? Il n'y a pas de transitivité systématique de la relation de similarité. Ceci me fait penser à ça et ceci à ça, mais pas ceci à ça. De sorte que vont se dégager ce qu'on appelle une classe d'équivalence, parce qu'en plus chacune se ressemble à elle-même. Et donc, on a ici une relation, ici, entre celle-là, qui est, elle, sur cet ensemble d'expériences élémentaires, qui est, elle, réflexive, symétrique, quand une relation ressemble à une autre, l'autre ressemble à la première, et ici transitive. Sur cette place-là, elle est transitive, mais pas sur l'ensemble. Eh bien, si j'arrive à dégager dans les relations de similarité, dans les expériences élémentaires qui sont liées par une relation de similarité, une classe d'équivalence sur cette relation de similarité, eh bien, j'ai dégagé, en gros, un aspect qualitatif de mon expérience élémentaire, et je commence à avoir un premier objet théorique, qui est cette classe d'équivalence. Et la sensation, c'est déjà un objet théorique. La sensation de cercle, c'est un objet théorique, c'est cette classe d'équivalence-là. La sensation de bleu, c'est un objet théorique, cette classe d'équivalence-là. Alors, en fait, Carnap, Löfbau, c'est quand même encore programmatique. D'accord? Il énonce qu'on pourrait tenter, d'accord, étape par étape, d'abord au niveau phénoménal, c'est-à-dire dans les objets théoriques qui ont besoin de structurer mon vécu, et puis alors, dans les objets physiques, enfin dans les objets des sciences de la nature, et puis dans les objets des sciences de l'esprit, enfin d'abord la psychologie, etc., et puis les sciences des valeurs, qu'on a appelé aussi Geisteswissenschaft en allemand, mais d'accord, peut-être j'ai les différentes sphères, hein, la sphère
phénoménale, et puis la sphère physique, et puis la sphère psychologique, et puis la sphère sociale. Et vous voyez qu'ici, c'est important de bien distinguer ça. Ici, c'est quelque chose qui est vécu à la première personne, tandis que là, c'est typiquement la psychologie, quand je commence à interpréter les vécus des autres, leurs désirs, leurs croyances, etc., et que je fais une science, comme aujourd'hui, d'accord, la psychologie, elle prétendrait être à ce niveau-là. Pas au niveau phénoménal, là, c'est vraiment la phénoménologie, si vous voulez. Et alors, on va pouvoir, niveau par niveau, construire chaque objet théorique de la science de manière purement logique. Ce sera en gros un certain type de rapport logique entre les objets de niveau inférieur. Et il faut penser que dans chaque sphère, puisqu'il distingue 4 sphères, mais chaque sphère est elle-même étagée en plein de niveaux. Par exemple, ça c'est quelque chose que vous connaissez, on pourrait dire les molécules sont des ensembles de relations entre atomes, et de relations logiques entre atomes. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je dis des molécules, je dois pouvoir le réexprimer par une traduction logique à ce que je dis de ces atomes. Et puis, les organites, c'est des ensembles de relations entre molécules. Et puis, les cellules sont des ensembles de relations entre organites, les cellules organiques sont des ensembles... Et alors, on commence à avoir des différents discours de la science. D'accord ? Et puis, alors, évidemment, il faut passer à la sphère. Donc, bon, déjà, passer de là à là, c'est compliqué. Enfin, considérer que tout d'un coup, on a des objets physiques qui seraient des ensembles de relations entre des objets vécus à la première personne, c'est quelque chose qu'on va typiquement... sur lequel on va critiquer Carnap. Mais il faut aussi avoir une théorie pour comment on passe des objets physiques aux objets mentaux. Et il y avait deux grandes, elles sont toujours, c'est toujours les mêmes, hein, deux grandes hypothèses, si on peut dire, au temps de l'Aufbau. Donc, j'ai oublié de le dire, l'Aufbau c'est 1928, la construction logique du monde. Ben, c'est l'hypothèse behavioriste. Hein, les états mentaux, c'est des ensembles de relations entre des comportements. Et les comportements, c'est des mouvements physiques. Bon. Et puis, c'est l'hypothèse neurophysiologique, d'accord, ben, les états mentaux, c'est des espèces d'états d'activation neuronale, etc. Et puis alors, il y a encore la sphère sociale, etc. Ben, c'est quoi une classe sociale? C'est un certain type de rapport, de relations, etc., entre des individus qui ont des états mentaux. Et d'espoir, de crainte, des suivants. Et c'est quoi l'oppression de la bourgeoisie par la bourgeoisie, du prolétariat par la bourgeoisie? Ben, et là, on voit bien que l'idée, c'est, je dois, une fois que j'ai construit l'objet théorique bourgeoisie et l'objet théorique prolétariat, que j'ai construit cette notion théorique d'oppression, etc., je devrais pouvoir reformuler ça à un moment, après une série de traductions qui seront au sein de la sphère sociale. Le traduire en fait, c'est des gens qui ont des états mentaux, etc., d'accord, et puis après le retraduire, en fait, c'est des gens qui ont des états neurophysiologiques, etc., et il se passe des choses dans leur cerveau, dans leur et puis à la fin, il se passe des choses, et il faut revenir à la sphère phénoménale. En fait, il y a eu des relations de similarité entre les expériences. Et l'idée, c'est bien que tout ce que je vais pouvoir dire à n'importe lequel de ces niveaux va être toujours logiquement plus complexe, puisque à chaque fois, il y a des constructions logiques sur des objets plus élémentaires. Donc, les phrases à ce niveau-là, les phrases, si on l'exprime en termes logiques, ça va prendre des pages et des pages et des pages. Chaque énoncé va prendre des pages et des pages et des pages. Mais il peut être reformulé en principe... c'est-à-dire, au niveau de l'abréviation dans la science spécifique, il peut être dit de manière abrégée. Mais si on reformule en détail, etc., il peut finalement porter essentiellement sur des relations de similarité entre expériences élémentaires. Et si c'est le cas, si je peux chaque fois retraduire ce qui est dit de manière abrégée dans ces niveaux-là en plus complexe, parce qu'en fait, les objets de ce niveau-là sont des relations logiques entre des objets du niveau inférieur, eh bien, on pourra dire, en fond, les seules vraies expériences, les seuls vrais objets élémentaires du monde, c'est les expériences, X et Y, etc. Tout le reste, c'est des constructions logiques. Et la relation de similarité, c'est l'unique relation fondamentale. Et l'avantage, c'est que la relation de similarité, elle est éprouvée. Hume disait déjà, d'accord, la similarité, je l'éprouve. Et donc, c'est une relation éprouvée. Donc, toute l'information viendrait de l'expérience. Le reste, c'est que de la construction logique. C'est de la reformulation. Et à chaque niveau, j'ai des niveaux de reformulation de ce que j'aurais pu dire de manière très, 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 très complexe en termes de constat de similarité entre expériences élémentaires. Pour vous dire, Carnap renoncera à vouloir ramener la sphère physique à la sphère phénoménale. Et très vite, dès le début des années 30, il va dire, non, au fond, commençons par la sphère physique. On évite au moins le problème de comment est-ce qu'on passe du subjectif à l'intersubjectif, si on peut dire. Bon. Mais sinon, il continuera. Et c'est le projet d'unification de la science, c'est ça. Hein, ce projet qui va motiver tous ces empiristes logiques, etc., c'est aussi...
en fait, plutôt que de considérer que les sciences sociales, la psychologie, les sciences de la nature ont des objets différents et parlent de réalités différentes, considérons que ce sont des niveaux de discours différents sur le même réel, et qu'en plus on peut passer de l'un à l'autre, qu'on peut trouver des traductions de l'un à l'autre, et on a une science unifiée. Alors évidemment, j'essaie de faire le lien avec quelqu'un qui est cité dans l'envoi plusieurs fois, c'est Husserl. Le projet de la phénoménologie, d'une certaine façon, est réalisé par Carnap, mais d'une manière particulièrement originale. Au fond, Husserl a aussi cette idée que la science est une constitution d'objets fondés les uns sur les autres, etc., à partir de ce qui nous apparaît, à partir des vécus, qu'on va le faire, une constitution étagée, il y a des objets toujours plus complexes. Husserl fait ça dans ses textes principaux, les recherches logiques, les idées sur la phénoménologie pure, mais aussi dans notamment le volume 2 des Idéon, qui lui n'est pas paru de la même façon, c'est un manuscrit qui a été publié plus tard, mais Husserl montre vraiment comment on peut aussi construire les objets des sciences sociales sur les objets de la psychologie, puis les objets de la psychologie sur les objets de la physique, etc. Mais pour Husserl, chaque production d'objets nouveaux est production d'un sens nouveau. Alors c'est toute l'idée, il y a des axes attentionnels nouveaux qui organisent les relations entre objets de niveau inférieur pour créer des objets fondés nouveaux qui ont un sens nouveau. Eh bien, Carnap dit, je vais faire comme Husserl, je vais dire qu'on part des phénomènes, qu'on construit étage par étage, mais moi, ma construction, elle est exclusivement logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens nouveau. Il n'y a pas de sens nouveau. C'est simplement des reformulations. Enfin, il y a un sens cognitif différent. Mais du point de vue extensionnel, du point de vue des valeurs de vérité, etc., je peux simplement traduire l'un dans l'autre sans devoir passer par une interprétation, etc. C'est juste de la traduction extensionnelle. C'est les mêmes valeurs de vérité. Alors, oui, je vais bientôt. Il faut évidemment parler de Carnap, des conséquences aussi sur le plan métaphysique. Carnap est très connu pour son combat anti-métaphysique. Il faut voir un peu comment ça se rapporte à cette idée de l'empirisme logique. Donc l'idée, vous avez compris, à chaque niveau de la science, des objets qui sont chaque fois d'un type logique supérieur sont définis et ils ont leur type de propriété spécifique. Ça, c'est vraiment correspondant à la théorie des types logiques de Russell, qui est vraiment l'outil, d'accord, pour dire, en fait, je passe chaque fois à un type logique, et il faut s'attendre à ce que les états mentaux n'aient pas les mêmes propriétés que les molécules, et les molécules pas les mêmes propriétés, etc. C'est normal, c'est la théorie des types logiques, bon. Mais les énoncés sur les objets de type supérieur peuvent être reformulés en des termes très complexes pour porter sur les objets de type inférieur, et jusqu'y finalement sur les expériences élémentaires. D'accord ? Ça, c'est aussi ce que garantit ce que Russell avait appelé l'axiome de réductibilité. Donc, c'est la théorie des types logiques. Russell avait dû tout de suite la compenser en disant bon, j'ai bien dit que certains objets avaient des propriétés que n'avaient pas les objets de niveau inférieur, etc. Mais néanmoins, ce qui peut être dit de ce niveau-là doit pouvoir être reformulé pour être dit de niveau inférieur, parce que sinon, alors, je vais avoir précisément pas une science unifiée, et ça posait plein de problèmes en mathématiques. Les nombres réels qui sont conçus comme des suites de nombres rationnels qui tendent à l'un, mais comme c'est des suites, c'est déjà des ensembles de nombres réels, donc ils n'ont pas les mêmes propriétés que les nombres rationnels, et c'est embêtant, on n'a pas une arithmétique unifiée. Donc il fallait pouvoir dire, oui, mais ce que je dis des suites de nombres rationnels, je dois pouvoir le dire des rationnels qui font partie de cette suite. C'était ça l'idée de l'axiome de réductibilité pour le dire un peu vite. Eh bien, avec ces outils logiques, on peut effectivement réaliser, donc en gros, parfaitement le projet de l'empirisme logique. C'est-à-dire qu'on aura alors tous les énoncés de la science qui seront reformulables en termes complexes pour porter exclusivement sur l'expérience élémentaire, mais ça veut dire qu'on pourra aussi déterminer par l'expérience tout seul et le calcul logique s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Tous les énoncés de la science ont des conditions de vérité empirique très clairement déterminées. La logique, c'est des constructions logiques à partir de il faudrait que telle ou telle expérience élémentaire ressemble à telle ou telle des autres pour que ton énoncé soit vrai. D'accord ? Donc les conditions de vérité empirique de chaque énoncé sont claires. Et bien le problème, précisément, de la métaphysique, c'est qu'elle ne joue pas le jeu. La métaphysique, les énoncés de la métaphysique, typiquement, ne trouvent pas de place dans cet édifice. Ils ne peuvent pas être formulés pour porter exclusivement sur des relations de similarité entre expériences élémentaires. Donc leurs conditions de vérité empirique ne sont pas claires. C'est ce que Carnap dit dans un texte qui suit immédiatement l'Aufbau qui s'appelle Pseudo-Problems in Philosophy, enfin Scheinproblem in der Philosophie, d'accord, en 1928, je crois, ou en 1929, qui est un texte qui tire déjà les conséquences en disant le problème de la philosophie, et en particulier de la métaphysique, c'est qu'elle produit des énoncés dont les conditions de vérité ne sont pas claires.
parce qu'il ne parvient pas à reformuler ça, à dire où est-ce que cet énoncé trouve sa place dans mon édifice, et donc comment est-ce que je pourrais reformuler ce que dit cet énoncé, et décomposer ça logiquement pour que ça ne porte plus que sur des expériences élémentaires, des relations de similarité entre expériences élémentaires. Les questions métaphysiques sont des pseudo-problèmes, et les pseudo-problèmes, ça veut juste dire, eh bien, ça a l'air d'être des énoncés qui sont censés, ça a l'air de dire quelque chose dont on pourrait déterminer si c'est vrai ou si c'est faux, mais en fait, faute que ces énoncés soient traduisibles dans mon système, eh bien, je ne pourrai jamais savoir quelles sont exactement leurs conditions de vérité empirique. Et ça va, donc ça c'est ce qu'il dit Hirshheimer, voilà, je l'ai mis là, une philosophie, mais alors, vous savez que ça va se radicaliser encore, hein, ce qui va venir s'ajouter à cette critique métaphysique au nom des conditions empiriques claires de vérité, il y a même des énoncés qui sont carrément grammaticalement mal construits, et grammaticalement mal construits, c'est-à-dire qui ne respectent pas les règles de construction, même de construction logique d'un énoncé, c'est-à-dire ce qu'on appelle des énoncés mal formés en logique, des énoncés mal formés en métaphysique. C'est-à-dire, ils paraissent, du point de vue de la syntaxe du français et de l'allemand, être grammaticalement corrects, mais si on essaye de les exprimer en termes logiques, on va se rendre compte qu'on attribue à des objets des propriétés d'un type logique supérieur, ou bien on a mis une conjonction, enfin on a mis une conjonction alors on ne pouvait pas, enfin une conjonction sans terme à gauche, ou des choses comme ça, d'accord? Donc en gros, un énoncé mal construit, hein, vous voyez bien, un énoncé mal construit, c'est typiquement, je dis PQ et R, et je mets rien entre P et Q, ben vous dites, c'est pas un énoncé logique, ok? Et alors typiquement, c'est ce que montre Carnap en 1934 à propos de Das nicht nicht ist, tout ça, enfin, donc le néant-néantisme. Cet énoncé, si j'essaie de le reformuler en termes logiques, ben, il faut d'abord que j'explique ce que c'est le néant. C'est peut-être le nombre 0, mais le nombre 0, il ne peut pas avoir la propriété d'être vide. La propriété d'être vide, c'est des ensembles qui peuvent être vides. Mais le nombre 0, étant une propriété des ensembles, ne peut pas à lui-même, ce serait une erreur de typologie, avoir cette propriété quand même. Enfin, en gros, voilà ce que Carnap, c'est évidemment, pas faire justice vraiment à Heidegger que de dire le néant-néantiste, ça veut dire en gros le 0 est vide, enfin, mais en gros, Carnap qui dit je vais essayer d'interpréter et d'essayer d'exprimer ça dans des termes logiques adéquats, et je me rends compte que c'est grammaticalement mal construit. Et on sait bien qu'il y a une charge métaphysique majeure de Carnap contre une charge disons, philosophique majeure contre la métaphysique, en particulier Heidegger dans le texte de 1934. Et c'est pas évidemment politiquement indifférent si vous allez voir l'exposition, vous verrez qu'il y a un contexte politique très important. Et c'est d'ailleurs le dernier texte dont on peut peut-être parler maintenant, c'est ce texte de 1929, un texte intermédiaire avant son texte sur le dépassement de la métaphysique par l'analyse du langage, la conception scientifique du monde, le texte sur le cercle de Vienne, ce texte qui est rédigé à 3 mains, avec Hans Hahn, le mathématicien Hans Hahn, et Otto Neurath, un économiste politique, qu'ils écrivent pour remercier Moritz Schlick d'être resté à Vienne alors qu'on lui avait offert un poste à Bonn, et de les réunir depuis des années entre scientifiques et philosophes pour parler justement de la bonne manière de faire la science et des bonnes manières de faire la philosophie. Eh bien, quand on relit ce texte-là, on retrouve toutes les grandes affirmations scientistes, si on peut dire. Au fond, le rôle de la philosophie, c'est précisément d'essayer de clarifier le discours de la science. Typiquement, le bon philosophe, c'est le logicien qui va aider à reformuler ce qui se dit dans le discours des chimistes, dans le discours des physiciens. Il va essayer de montrer comment on peut passer de l'un à l'autre, de retraduire, etc. Donc, essentiellement, le philosophe, il va faire de l'analyse logique, mais il n'a pas la philosophie n'a pas autre chose à dire que la science. C'est la science qui, organisant les propositions élémentaires, dit l'essentiel du monde. La philosophie n'a pas un objet propre. Et donc, cette idée de scientiste, d'accord, de la philosophie, elle est exprimée, c'est assez intéressant dans ce texte, comme étant directement solidaire d'un projet politique. Et les derniers pages, enfin, je ne sais plus, ça va petit temps que je ne l'ai plus lu, mais je me rappelle qu'il y a dans les dernières pages des affirmations très claires sur aujourd'hui, et on voit bien en 29 ce que ça veut dire. Il y a des pensées qui se font passer pour la philosophie et qui sont en gros d'idéologie obscurantiste,
avec des projets politiques très puants là derrière, et la seule manière de sauver la raison, c'est de s'allier avec les sciences. La science, c'est la raison scientifique qui pourra nous sauver l'obscurantisme. Et alors là, on comprend un peu mieux une espèce de radicalité antimétaphysique de ces auteurs quand on se rend. Et c'est pas pour rien qu'ils choisissent Heidegger comme cible, disons, en 1934, d'accord, et clairement, en gros, ils le disent, hein, ils disent la conception scientifique du monde est solidaire du socialisme. Et on se rend compte que c'est des gens qui, à ce moment-là, pensent que oui, il faut une pensée progressiste, sinon on va retomber dans des idées obscurantistes, etc. Et l'Europe est en danger. Et ils auront raison, au moins, sur cet aspect-là. L'Europe était en danger. Alors voilà, donc voilà ce que je voulais dire essentiellement de Löfbau. Ce serait, si vous voulez plus d'informations sur Löfbau lui-même, on peut aussi parler d'empirisme logique. Et j'ai aussi toute une série de dias pour déjà anticiper ceux qui critiqueraient l'empirisme logique. Les dogmes de l'empirisme logique, ça a été critiqué, d'accord, par tous les suivants. Hein. Mais alors j'ai aussi éventuellement sur les dogmes de la critique des dogmes. En quoi, d'accord, peut-être qu'un certain nombre de critiques qui ont été intéressés à l'empirisme logique reposent eux-mêmes sur des dogmes et mériteraient d'être repensés. Mais ça, c'est, disons, pour le service après-vente. Je pense qu'on va passer tout de suite aux questions, oui, à moins que vous avez besoin de pause de 5 minutes. Non? Je pensais faire un commentaire, mais je pense que les gens vont vouloir interagir avec cette conférence intéressante, et surtout vers la fin sur l'ouverture. Oui, bon, ok, je vais commencer. Bon, j'ai bien aimé ton Oui, excuse-moi. Ah, excuse, j'avais manqué. En fait, j'ai deux questions. Oui. Dans la mesure où il me semble que dans Löfbau, Carnap ouvre déjà la possibilité d'une reconstruction sur des bases physicalistes. Est-ce que ça ne modifie pas d'emblée sa conception de l'empirisme à ce moment-là? Oui. Donc en fait, effectivement, ce qui est très intéressant à Löfbau, c'est qu'il prend l'expérience au sens subjectif. Évidemment, du point de vue épistémologique, c'est intéressant de se dire, au fond, c'est quoi dont je suis le plus assuré, c'est qu'en tout cas les choses m'apparaissent de cette façon. Et donc, partir de la sphère phénoménale, c'est, du point de vue de la construction épistémique du savoir, très intéressant. Mais, ça a été très vite dénoncé, c'est pas du tout évident qu'on peut commencer à construire des objets physiques comme des relations logiques entre des expériences élémentaires. Même des expériences élémentaires très, très complexes, comme arrive au niveau supérieur, si on peut dire, de l'expérience phénoménale. Et donc, Carnap va se convaincre qu'il faut partir de la deuxième sphère, si on veut dire de la sphère physicaliste. Mais bien sûr, là alors, si on part tout de suite de la physique, ou des objets élémentaires des sciences de la nature, eh bien alors on se repose la question épistémologique, et ces objets eux-mêmes, que Carnap prétendait construire, désormais, il doit dire, ben non, ils me sont d'une certaine façon donnés, et alors on a évidemment, et c'est un peu un recul du point de vue de l'empirisme, c'est aussi une théorie une théorie épistémologique d'où viennent exactement toutes les informations. Mais par contre, on aura une science unifiée, hein, c'est surtout ça qui va essayer de forger par la suite, c'est partons de la physique, on va déjà montrer comment toutes les autres sciences se ramènent à la physique, mais c'est vrai que du point de vue épistémique, c'est pas la même chose que de partir de l'expérience élémentaire. Et ma deuxième question, c'était justement sur la science unifiée. Dans quelle mesure, en fait, le projet qui traverse tout l'empirisme logique d'une unification de la science est un projet empiriste? On voit dans la métaphysique contemporaine, je pense notamment aux travaux de Nancy Cartwright, la thèse de l'unité ou de la disunité du monde est de plus en plus liée à la thèse métaphysique et plus pleinement empiriste. Oui, ici, c'est pas du tout, je crois que c'est pas du tout une thèse empiriste. Il faut penser que c'est un projet philosophique, d'accord? Et Carnap l'assume, hein. En gros, il parle de construction logique du monde, mais c'est une reconstruction logique du monde. C'est-à-dire, on doit pouvoir le faire, comme quand Frege dit, on doit pouvoir reconstruire l'arithmétique à partir de la logique. C'est juste, ce serait un projet intellectuel super, super passionnant. Et au fond, hein, si on arrivait à reconstruire toute la science dans le modèle de Löfbau, on aurait résolu le problème de l'empirisme, en gros. Hein. Mais Carnap se rend bien compte que les scientifiques eux-mêmes ne vont pas commencer à utiliser ces énoncés hyper longs, etc., qu'ils vont continuer chacun à travailler à leur niveau,
Mais les philosophes pourraient montrer en quoi les niveaux de discours, enfin en quoi ces types de discours ne sont pas séparés les uns des autres, ne parlent pas d'objets distincts, ils parlent des mêmes objets, mais à des niveaux de discours distincts, qui sont traductibles les uns dans les autres. Si on arrive à faire ça, c'est un projet épistémologique majeur. C'est pas quelque chose qu'ils considèrent comme donné, ce projet empiriste. C'est quelque chose que les philosophes veulent, qui est en soi, qui serait en soi un accomplissement intellectuel majeur. Et, disons, renoncer à l'unification de la science, c'est renoncer à ce projet ou ce fantasme, je ne sais pas, mais je veux dire, ce qui m'enthousiasme de toute façon, c'est justement que c'est radical comme projet. Et alors, bien sûr, tous les projets radicaux s'exposent évidemment à plus de difficultés que les projets nuancés, etc., qui rendent compte plus précisément de comment sont les choses, mais qui abandonnent un certain nombre d'ambitions qui auraient été extraordinaires si elles avaient pu être réalisées. Notez que Carnap a publié Thomas Kuhn et ne voyez pas de problème. Oui, bien sûr. Oui. Daniele? Mais attention, je vais quand même répondre sur Thomas Kuhn. Oui. Donc effectivement, Carnap publie en 1960 la structure des révolutions scientifiques, mais entre-temps, dès 1934, Carnap a écrit la syntaxe logique du langage, où il écrit cette phrase, en logique, il n'y a pas de morale, etc. C'est-à-dire, à ce moment-là, dès 1934, donc 6 ans après, il dit, mais en fait, c'est pas du tout évident qu'il n'y a qu'une seule logique. On pourrait, et typiquement il connaît les logiques intuitionnistes, etc., on pourrait renoncer au tir exclu, et dans ce cas-là, on aurait un autre outil logique, un autre outil pour construire la science, et donc on aurait une science différente, avec des conditions de vérité qui seraient un peu différentes, et en fait il y a plusieurs manières de faire la science avec les mêmes données empiriques, et on arrive déjà à la sous-détermination de théorie. Enfin, en gros, tout ça est un peu contenu dans la syntaxe logique du langage, et Quine évidemment va capitaliser là-dessus, et puis Kuhn, etc. Et donc, et là, c'est très, ce type de paradigme, etc., c'est accepter la diversité des constructions logiques à partir même des mêmes données d'expérience. Mais la critique métaphysique reste. C'est que des langages. Oui, c'est le langage. Une fois le langage, c'est ce qu'il dit. Hein. En logique, il n'y a pas de morale, mais une fois que vous avez fixé votre langage, il n'y a qu'une seule manière de travailler. Daniele. Can I ask my question in English? Yeah, sure. I really appreciated the comparison you established between Carnap and Husserl, because this is something that sometimes is quite neglected, and for what concerns the rejection of metaphysics by Carnap, I've seen you have quoted Heidegger. I was curious to know what we can say about the relation between Carnap's view of metaphysics and the Husserlian view of metaphysics, because Husserl has a quite peculiar perspective on metaphysics, as you know. So I was trying to imagine how we can put it in direct connection with Carnap's, or if we simply cannot, or what else? I'm not sure I will be able to provide the answer you expect. But I think that, so actually when Carnap quotes Husserl and is mainly thinking about this constitutive project, and with several layers of different founded objects which are founded on other objects. But this is, of course, a common project, and so he quotes Husserl, but he quotes also Natar, he quotes Mach, of course, and this idea that we should be able to take different levels of sense, to use theoretical to talk about theoretical objects based or grounded on the objects of other levels. What is interesting for him is that Husserl starts with the Erlebnis and with the subjective side of experience. So at that time he thinks he's fulfilling basically Husserl's project, but at the same time not using any synthetic way of building object. It's just logical constructions. It's just equivalence classes and things like that. And so he will be able to do exactly the same as phenomenology does, without having to admit at each level new meaning intentions. So basically,
and you know that especially Carnap knows, of course he had also read the logical investigations, so Russell's 901 book, but at his time, mostly what was famous is these ideas on pure phenomenology, and these ideas on pure phenomenology are mostly subjective. I mean, they admit the idea that the transcendental subject is building each of these levels. And again, so this is coming back to Kant. So the subject is active. We don't want subject active. We want logic and experience to do the whole work. So that's basically how he is interested in Husserl, and also basically answering to Husserl. He said, well, I'm doing the same as you, but I don't need a transcendental subject, and I don't need new meaning intention at each level. It's just logical constructions. So essentially they are equivalent. Of course, cognitively you have new objects at each level, but essentially you can just translate. Let's say about the other ones, the first ones to the other ones. And then about metaphysics, I'm not sure what you are meaning by that. My general idea was to try to see whether it is possible to establish a connection between between what we could define in Husserl, the reduction of metaphysics to theory of knowledge, and the rejection of metaphysics in favor of logic in Carnap. So, even though I've worked quite a lot on Husserl, I'm not sure. So there is some idea that formal ontology would be part of what metaphysics could be. Yeah, exactly. In Husserl, and of course here again you have, but formal ontology would not be something very different than logic for Carnap. I mean, the theory of logical types. Yeah, Russell's theory of logical types would basically do the work on a theoretical level. And then, of course, the philosophers are not the only one to build the whole system. They need science. They need to cooperate with scientists. These are the ones who know about molecules and how they are relations between atoms and things like that. These are the ones who know that. But the philosopher can help, once they show that, he can help by doing the logical work to translate that into the next level, the lower level. Thank you. So formal ontology, which is what interests, what is the main concern of Husserl in metaphysics, would be done mostly by logic as logical theory of types in Carnap. Thank you. Moi, je me demandais juste, quand Carnap énonce que les propositions élémentaires peuvent être mises en relation X similaire à Y, etc. Comment est-ce qu'il peut énoncer ça? Parce que, est-ce que ça présuppose pas, une conscience de temps plus fondamentale pour énoncer ça? Ce qui serait étrange. Comment on peut dire que des choses se ressemblent comme ça? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Cette proposition-là, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça cette action-là que je me demandais. Je pense qu'il dit simplement, nous l'éprouvons. Notre expérience nous montre que, d'une part, nous avons des expériences, et vous voyez, les expériences, c'est quelque chose d'assez... Pour l'instant, en fait, c'est important de dire ça, j'aurais dû le dire d'ailleurs, les sensations qui sont déjà des construits théoriques, logiques, à partir des expériences élémentaires, paraissent en fait plus élémentaires que les expériences élémentaires elles-mêmes. Parce que les expériences élémentaires, c'est... J'ai une certaine expérience, il se passe quelque chose, je ressens quelque chose, et puis ça me fait penser, ça me paraît similaire à d'autres choses, et je fais des liens avec d'autres choses que j'ai déjà vécues. Bon. Ça, c'est des choses que j'aurais éprouvées. Mais vous voyez bien qu'ensuite, je dis, tiens, au fond, mon expérience élémentaire était celle d'un cercle bleu, mais ça, c'est une expérience visuelle d'un cercle bleu, parce qu'en plus, déjà, distinguer les différents cinq sens, c'est aussi une construction théorique. Vous le voyez, il y a des classes d'équivalence, toutes les expériences visuelles se ressemblent, d'une certaine façon, l'expérience auditive se ressemble. Alors, pouvoir dire c'était une expérience visuelle d'un cercle bleu, c'est au fond analyser mon expérience élémentaire. Mais c'est une analyse par construction logique, c'est ce qu'il appelle une pseudo-analyse. D'accord? Donc en fait, ça paraît être de l'analyse, mais en fait, c'est déjà des constructions théoriques pour analyser ce qui est immédiatement vécu. Et là, il n'explicite pas davantage. Il considère que vous faites vous-même l'expérience des expériences et que vous constatez que ça se ressemble. Je crois qu'en fait, il parle essentiellement d'Hume. D'accord? La similarité, enfin, les données empiriques de base, ce que les empiristes considéraient comme ça ok, on est d'accord. Enfin, attention qu'un empiriste
notamment chez Hume, mais on pourrait dire la même chose chez Carnap dans Lovebow, il peut juste dire les choses m'apparaissent comme ça. Est-ce qu'elles sont effectivement derrière? Il ne répond pas à cette question-là. Il dit voilà, on peut faire la science en parlant des choses de la manière dont elles nous apparaissent. On va faire une sorte de ça. C'est déjà le cas chez Hume, il parle des impressions. C'est ça les données, les impressions, est-ce que c'est pas les réalités du monde, c'est des impressions. Et on va construire toute la science à partir des impressions. Mais ça, il considère que vous n'allez pas douter que vous avez des impressions. Voilà, en gros. Mais pour préciser, parce que je sais que c'est un husserlien kantien qui pose la question, pourrais-tu parler un petit peu du dialogue qu'il a eu avec Neurath sur, justement... Sur le physicalisme, bien sûr. Mais sur cette construction théorique des impressions, où Neurath n'était pas d'accord avec lui, qu'il n'y avait pas d'universalité là-dedans, il y avait pas de... C'était pas un socle absolu. Oui, c'est-à-dire que c'est surtout au moment de passer des expériences, enfin, de la sphère phénoménale à la sphère physique. Oui. Là, en fait, ce que doit faire Carnap, parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué ça, c'est dire, en fait, bien sûr, nous faisons tous des expériences élémentaires différentes, ne fût-ce que parce que nous avons des histoires différentes, mais aussi nous sommes placés dans des contextes expérientiels différents. Mais ce qui va se dégager et qui est intersubjectif, c'est les structures d'organisation de ces expériences. Et ça, nous allons faire, et donc nous allons pouvoir construire logiquement les mêmes types de rapports structurels, même si nous allons faire des expériences élémentaires. Et donc, il y a un moment où ces structures-là seront communes, bien que nos expériences élémentaires de départ étaient distinctes. Et c'est ça qu'il peut espérer comme être la base qui sera intersubjective, qui vaudra de la même façon d'un sujet à l'autre. Mais Neurath, Quine, etc. Enfin, Quine ne sera plus tard, évidemment, mais je veux dire, il faut beaucoup dénoncer ça chez Carnap, et Neurath va convaincre Carnap de renoncer au passage de l'expérience phénoménale à l'expérience, aux objets qui sont déjà ceux de la science nature, aux objets physiques, et dire on commence avec les objets physiques. Avec le problème qu'on a dit, c'est-à-dire que du point de vue épistémologique, c'est un peu moins satisfaisant. C'était très satisfaisant de dire, en fait, l'expérience phénoménale, c'est juste les données de l'essence, et voilà, je pars de là. C'est un projet, on peut dire, super naïf, hein, et c'est ce que vont dénoncer, d'accord, tous les suivants, y compris dans la tradition analytique, tout ce dont je vous parle, c'est tous ceux de la tradition analytique qui vont dire, c'était naïf. Si je veux dire, les projets les plus passionnants, c'est aussi des projets qui partent d'idées un peu simples, et qui disent, on va essayer de tirer toutes les conséquences de ces idées simples, et voir si ça marche. Ou si on arrive à faire ça, alors on aurait un résultat magnifique pour la connaissance. Mais avant, Russell parle des sentiateurs, il n'est pas tout seul dans ce projet dit naïf. Oui, enfin, donc, évidemment, Russell a lui-même un peu évolué dans ses conceptions, etc., mais l'idée qu'on peut construire, enfin, que tous les objets de la science ne sont que des construits logiques, on le trouve dans Our Knowledge of the External World, etc. Donc, et il savait déjà, et Russell tirait déjà 5 conséquences du logicisme, et c'était déjà pour faire la peau à Kant, hein, c'est-à-dire, maintenant qu'on a montré que les mathématiques il n'y a pas de synthétique a priori, on n'a plus qu'à montrer qu'il n'y en a nulle part en science. Que toute l'organisation rationnelle de l'expérience est exclusivement logique. Magnifique, quel beau projet. Oui, merci pour la présentation, mais ça reste dans la même agrégat de questionnement, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ce projet révisé, disons, est moins intéressant. Je dis, bon, si je peux m'appuyer sur le phénoménalisme, le langage phénoménal pour essayer comme source de connaissance initiale, c'est bien, mais quand je tombe dans le physicalisme, c'est un peu moins bien, hein, juste des descriptions d'objets dans l'espace. Je me demande, est-ce que Carnap est revenu sur ce projet-là avec une ambition épistémologique peut-être plus forte, avec un ancrage aussi nettement plus fort de Lovebow lui-même sur son propre travail, parce que ce qui est arrivé par la suite, que vous avez mentionné notamment avec le travail de Neurath, vraiment, j'ai l'impression que l'ambition de ce projet-là et la solidité tombe, en fait. L'appareillage reste le même, mais finalement l'ambition n'est pas la même, donc on n'a pas une construction, disons, de nos connaissances qui est aussi solide. Là. On a un truc nettement plus conventionnel on s'entend sur une espèce de langage qui nous permet de valider est-ce que c'est des énoncés scientifiques ou non. Là.
comme vous avez mentionné à post-1934, mais est-ce que Carnap est revenu sur ça tout le temps en disant, bon, comment on ferait pour reprendre le projet initial du jeune Carnap Non, à ma connaissance, il n'est pas vraiment revenu sur le choix physicaliste. Et par ailleurs, non plus, parce que c'est aussi donc c'est les deux gros changements qui se font entre 28 et 34. Il y a effectivement renoncer à la sphère phénoménale et partir tout de suite de la sphère physicaliste. Et puis, la diversité des langages logiques possibles. Et là, évidemment, donc la dimension conventionnelle, c'est tout à fait différent. Le projet de la syntaxe logique du langage, au fond, il dit, bah oui, il y a moyen de construire toute la science, etc., à partir de la physique, c'est juste des constructions logiques, etc. Maintenant, construction logique, vous n'avez pas un peu si vous partez de tel système logique ou tel autre, fixez juste les règles au départ, dites quelles sont les règles de votre syntaxe, quelles sont les règles de votre grammaire logique, quels sont vos énoncés bien formés, et puis dites quelles sont vos règles, les règles de formation, et puis quelles sont vos règles de transformation, c'est-à-dire vos règles d'afférence. Et vous avez fixé les règles logiques, et après on part de là et on procède à la construction de la science, et suivant que vous preniez cette logique-là ou cette logique-là, vous n'allez pas produire la même science. Et simplement, ce qui fera qu'une science est meilleure qu'une autre, c'est des raisons plutôt pragmatiques. C'est plus efficace d'utiliser cette logique-là que d'utiliser cette logique-là. Mais donc je veux dire, cette idée de convention, je veux dire, ce sera moins problématique pour lui d'un point de vue épistémologique s'il renonce en gros au logicisme de Frege tel que concevait Frege, parce que pour Frege, pourquoi est-ce que c'était intéressant de réduire l'arithmétique à la logique? C'est parce que la logique, c'est les grandes lois du logos. Frege, il écrivait sa grille chiffre directement sous la dictée du logos. Il regardait dans le monde des idées et puis il disait voilà, ça c'est le grand loi de la raison. Et il n'avait jamais. Enfin, et vous savez qu'il y a des gros débats avec Hilbert. Ça ne peut pas être conventionnel du tout, d'accord. Les lois, elles sont vraies, elles sont imposées par la rationalité, d'accord. Et on ne peut pas les choisir comme on veut. Hilbert dit explicitement, Carnap dit explicitement en 1934, j'ai été beaucoup influencé par Frege, Russell, etc., attention logiciste. Mais aujourd'hui, je vois Hilbert, je vois le formalisme, je vois qu'on peut choisir un système plutôt qu'un autre. Par ailleurs, j'ai vu toute Brouwer et toute la logique intuitionnelle, Heiting, etc., qui ont développé des logiques alternatives, et il me semble que c'est conventionnel. Alors, après, le projet, je vais revenir à la sphère phénoménale n'est plus le même enjeu. On peut partir de la sphère physique de manière un peu conventionnelle en disant c'est ça, on tombe d'accord là-dessus et on construit. Et c'est les fameuses protocoles SAS, les énoncés protocolaires. Oui, est-ce qu'on ne trouverait pas déjà trace de ce conventionnalisme dans la thèse de Carnap sur l'espace? Sur son rapport, oui, des Roms. Sur son rapport en mathématiques et à la physique. Oui, alors, je connais moins bien des Roms. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui était bien connu des logicistes, et certainement de Carnap, c'est que c'était vrai en géométrie, mais c'était vrai aussi en arithmétique, on peut évidemment choisir des axiomes différents et on va faire une ils avaient tous vu les géométries monocléennes, c'était déjà le 19e siècle, ils avaient vu qu'on pouvait travailler dans le système des nombres naturels, qu'on pouvait ajouter des principes pour arriver dans le système des rationnels et puis les nombres réels. Bon. Donc ils savaient que d'une certaine façon, la conception, disons que plus conventionnaliste que Poincaré affirme explicitement, c'était quelque chose qu'ils connaissaient, même indépendamment de Hilbert. Et donc, effectivement, si vous faites un travail sur l'espace, et vous savez que dans des Roms, il y a aussi ça chez Husserl, l'idée c'est d'essayer d'expliquer les rapports entre l'espace vécu, l'espace physique et l'espace géométrique. Quels sont leurs rapports, hein, comment est-ce qu'on exprime, etc. Il se rend bien compte qu'au moment où on parle de l'espace géométrique, qu'il faut faire un choix, c'est-à-dire c'est pas du tout évident que l'espace géométrique est en soi euclidien. Non. Si vous acceptez cet axiome-là, oui, si vous acceptez sa négation, vous allez avoir, suivant le type de négation que vous prenez, une géométrie parabolique, une géométrie hyperbolique. Donc je vais dire, ce sera ça, Carnap en est très conscient, et au fond, il fait un peu une parenthèse dans Lovebow, il fait semblant de croire qu'il n'y a qu'une seule logique au fond. Et que donc le logicisme est la solution, etc. Mais c'est vrai que dans la syntaxe logique du langage, il dit, en fait, on peut faire tout ce que j'ai dit, mais il y a plusieurs manières de le faire.
il y a d'autres enjeux hein, dans la syntaxologie du langage. Ce qui est très important aussi, c'est la distinction langage-métalangage. C'est-à-dire qu'on va avoir le système logique, on peut travailler dans un système logique, mais on peut aussi faire des travaux métalogiques, enfin découvrir des propriétés de ces systèmes logiques, découvrir qu'on peut dire dans un langage ce qu'on ne peut pas dire dans un autre. Et ça, évidemment, en 1934, il connaît un peu les résultats de Tarski, Gödel, etc. Et donc, il y a cet élargement de niveau, etc. C'est aussi quelque chose qui découvre, enfin, qui intègre. Alors que vous savez que Wittgenstein disait on ne peut pas dire les formes du monde. Enfin, le langage ne peut pas dire ses propres formes, la pensée rationnelle ne peut pas penser ses propres formes, si on peut dire. Et dès que vous avez des distinctions de niveau, on dit non, un langage ne peut pas dire ses propres formes, mais il suffit d'un langage un peu plus riche pour le dire, etc. Donc Tarski et Carnap répondent à Wittgenstein. Enfin, j'ai changé de sujet, je crois. Oui. Non, juste une petite question qui est peut-être plus annexe, mais sur la fin, vous parliez du lien entre cette construction logique et les idées politiques. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le point, mais l'idée était de dire que les idéologies pouvaient être critiquées d'un point de vue plus scientifique, plus logique là-dessus. Du coup, ma question qui se rapporte un peu à ce qui vient d'être dit là, mais si tout cela est assez conventionnel d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que des idéologies qui même sont très néfastes seraient construites sur l'idée logique aussi, pourraient se rapporter à des principes élémentaires logiques. Et du coup, est-ce qu'il y a un lien vraiment direct entre cette construction logique du monde-là et une vision? Est-ce que ça donnerait lieu à une vision politique en particulier? Est-ce que c'est ce que Carnap a voulu défendre ou est-ce que... Oui, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre certainement, il y a à ce moment-là la vision qu'on peut aussi considérer comme naïve, qu'on pouvait sauver le monde par la science. Et que la rationalité scientifique était ce qui nous préservait de ce qu'ils voyaient bien, des idéologies très dangereuses, néfastes, beaucoup d'obscurantisme, etc., et qui se faisaient parfois passer pour philosophie. C'est pas pour rien qu'il s'attaque à Heidegger. Lui considère que Heidegger, c'est pas simplement le type qui accepte d'être recteur de l'université, mais c'est aussi un type qui a une pensée qui lui semble comporter, ou en tout cas dont certains peuvent s'inspirer pour faire de la discrimination, pour considérer qu'il n'y a rien de mieux que le paysan sur sa terre, d'accord, bon, que c'est ce rapport au monde-là qu'il faut retrouver, d'accord. Alors, Carnap dit non, la rationalité scientifique pourrait, si nous arrivions, si on peut dire, à construire notre discours politique, etc., et vous savez que d'ailleurs un certain nombre des membres du Cercle de Vienne, des sociologues, des hommes politiques, des économistes, des théoriciens politiques, etc., qui considèrent qu'effectivement, ils doivent, dans leur discipline aussi, adopter ce point de vue scientiste. Et que la logique va être un élément central, si on peut dire, de l'articulation de leur théorie, etc. Et le rapport avec les sciences de la nature. Et on peut dire que, oui, à ce moment-là, ils considèrent que ils espèrent, je crois que c'est presque un fantasme, parce que le monde est en train de tourner très mal. C'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, alors on pourrait dire, la science va nous sauver, sauf qu'on a déjà vu qu'en fait, il y a eu des horreurs par la science, quoi. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est-à-dire, évidemment, on va se rendre compte que la rationalité scientifique a aussi été utilisée pour des horreurs. Et donc, on ne pourrait plus formuler, je peux dire, ces espoirs que formulaient les membres du Cercle de Vienne à cette époque-là, mais à cette époque-là, et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est, oui, la rationalité scientifique, elle a servi aussi à l'horreur. Et il y a des gens qui ont très 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 bien organisé des massacres. Et qui ont fait ça de manière hyper planifiée. Vraiment, mais je crois à ce moment-là, moi c'est surtout, disons, ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est ce scientisme-là, que les étudiants ont du mal à comprendre, parce qu'en fait, ils sont formés à toute une série de traditions philosophiques, et ils voient bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font en philosophie qui ne peuvent pas se réduire au discours de la science. Et qui, précisément, essayent aussi de penser des choses que ne pense pas la science. Et donc, revendiquer que la philosophie doit essentiellement être sur le même bateau que la science, la fameuse métaphore de Neurath, et aider essentiellement ce bateau à progresser sur la mer de l'expérience, et puis aider à construire l'édifice, quoi. C'est-à-dire essentiellement à faire le travail d'analyse logique, et puis on dit analyse du langage, etc. Que c'est ça, que le philosophe n'a que ce rôle-là, c'est des choses que la plupart des étudiants ne trouvent pas acceptables. Ils voient d'ailleurs que quand Carnap écrit, il n'écrit pas que contre Heidegger, hein,
Platon, Hegel, enfin ils sont tous, d'accord, c'est tous des métaphysiciens, d'accord, qui n'ont pas compris ce qu'ils disaient, qui ont formulé des énoncés insensés, etc. D'accord. Donc enfin, il y a presque toute l'histoire de la philosophie est achetée à la poubelle, si on peut dire, quand on adopte le point de vue de Carnap. Et ça, c'est incompréhensible aujourd'hui. Et il y a une manière de comprendre, c'est qu'il y avait aussi une espèce d'espoir désespéré que la science était la solution. Et que les philosophes devaient être absolument du côté des scientifiques, parce que sinon, enfin de la science, ils devaient, le projet scientifique, c'est ramener le travail, la philosophie ancilla scientiae, la servante de la science, parce que sinon on faisait passer pour de la pensée critique et pour de la pensée rationnelle, ce qui était en fait un discours verbeux, etc., qui en fait cachait des idées néfastes, ou autorisait, ou permettait. Michel, je voudrais revenir à la question de la critique de la métaphysique de toute la métaphysique par Carnap. Parce que à partir du moment où, disons, dans le mot, où la sensation joue un rôle important, et donc les termes du langage se réfèrent à une donnée subjective, mais quand même une donnée empirique. Oui. Si on passe à la conception physicaliste, et avec la conséquence que le point de la critique vis-à-vis de la métaphysique se dévie vers une critique du langage et de manière syntaxique, et qu'il y a plusieurs syntaxes possibles, à ce moment-là, le métaphysicien peut dire, écoutez, moi, j'utilise, pour reprendre l'expression de Wittgenstein, j'utilise un jeu de langage différent, une syntaxe différente, au nom de quoi, monsieur Carnap, discréditez-vous ma syntaxe, et puisqu'il n'y a que la syntaxe qui compte, il n'y a plus de référence à une sorte de réel empirique, et donc la critique de la métaphysique de Carnap s'affaiblit considérablement. Merci Michel. Cette question, effectivement, elle nous permet de dire quelque chose qui est vraiment important. Vous vous rappelez Wittgenstein qui dit les tautologies ne disent rien. C'est-à-dire que les tautologies, elles montrent la forme même de mon outil logique, mais elles ne disent pas quelque chose sur le monde. Les formes logiques, ce sont des outils qui servent à organiser les propositions élémentaires, qui, elles, parlent du monde. Les propositions élémentaires parlent du monde, mais l'outil logique, c'est juste un outil, et c'est ce que je disais, ça ouvre un peu la piste, éventuellement, il pourrait y avoir d'autres outils. Ce que Wittgenstein ne dit pas explicitement dans le traité tous, mais effectivement, après, on peut avoir le relatif. Et Wittgenstein dit, au fond, les métaphysiciens, c'est ceux qui croient qu'ils ont dit quelque chose alors qu'ils n'ont fait que montrer leur outil. Non, je dirais que Carnap dirait ça sans doute aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit explicitement dans sa syntaxe logique du langage. Il y a des passages en disant, le métaphysicien, c'est celui qui croit qu'il parle sur le mode matériel utile alors qu'il parle sur le mode formel. C'est-à-dire qu'il dit des choses sur la forme de son outil pour penser le monde, et il croit parler du monde. Alors il y a des grandes vérités sur, vous savez quoi, toujours une proposition est vraie ou ne l'est pas, d'accord, et voilà, j'ai trouvé une des vérités nécessaires. Non, ça c'est votre outil. La loi du tiers exclu, c'est votre outil. Et ne croyez pas que vous avez découvert quelque chose qui s'impose sur le monde, c'est l'outil par lequel vous allez penser le monde. Et bien le métaphysicien, il confond les deux niveaux pour Carnap. Donc effectivement, dans cette idée de relativité linguistique, il dirait le métaphysicien n'a pas tort d'utiliser un langage particulier. Ce qu'il croit, c'est qu'au lieu d'énoncer ses énoncés sur le plan métalinguistique, il croit dire avec ses énoncés des choses sur le monde, alors qu'en fait, il montre la forme de son mode d'expression. Et alors plus tard, il le dira encore dans sémantique, ontologie, épistémologie, sémantique, épistémologie, ontologie, il le dira encore en disant, métaphysique, parce que le métaphysicien est toujours massif. Ok, la première critique, c'est qui est double d'ailleurs, le métaphysicien ne fixe pas les conditions empiriques de vérité, précises, et le métaphysicien produit des énoncés qui sont parfois grammaticalement mal construits. Et en fait, c'est une seule et même critique, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas de place dans mon édifice de la science. S'ils étaient grammaticalement bien construits, on verrait où les placer dans le truc et on saurait leurs conditions empiriques de vérité, en gros. Ça, c'est la première critique. C'est celle de 1928, Pseudo-Problems in Philosophy. Mais deuxième critique, c'est il croit dire sur le plan matériel, c'est-à-dire il croit parler du monde alors qu'il parle de leur langage, de la forme même par laquelle ils l'appréhendent, et ils devraient simplement montrer, pas dire, ou s'ils veulent le dire, ils doivent utiliser un autre langage, ça c'est l'idée qui a éventuellement une hiérarchie de langage. Et troisième manière de le dire, un peu plus tard, ce sera
et là on a presque fait déjà le pas kuhnien, c'est-à-dire les questions ontologiques sur ce qui existe, etc., elles ne peuvent se poser qu'à l'intérieur d'un cadre théorique. Une fois que vous avez fixé le cadre théorique, alors on peut dire, est-ce qu'il y a des nombres premiers entre un tel et un tel, entre tel point. Et vous pouvez poser cette question-là, c'est une question, est-ce qu'il y a des nombres réels? Ça dépend de comment vous avez construit votre... Et on peut répondre aux questions ontologiques une fois qu'on a fixé le cadre. Par contre, le métaphysicien, c'est celui qui croit qu'il peut poser des questions externes. C'est indépendamment de tout cadre théorique, est-ce que ceci existe? Est-ce que les nombres existent? Oui, s'ils existent, ils doivent exister dans le monde des idées, etc., ou enfin, d'accord. Eh bien, ça, c'est vouloir poser des questions ontologiques externes à tout cadre théorique. Or, les questions ontologiques ne peuvent se poser qu'à l'intérieur d'un cadre. Et en fait, on a aussi la thèse de Quine on what there is, c'est-à-dire, en fait, être, c'est occuper la place, d'accord, la valeur d'une variable liée par la quantification. Donc, une fois que vous avez défini le cadre logique, vous pouvez voir quels sont les engagements ontologiques, mais vous ne pouvez pas le faire en dehors de toute théorie. Mais donc, effectivement, les métaphysiciens pourraient dire, mais en fait, j'ai le droit de, oui, mais alors assumez, vous ne faites que du métalangage, et ne prétendez pas parler du monde. Mais alors, en disant ça, Carnap en fait une critique de Löfbow, parce que dans Löfbow, il dit der Welt, la construction logique du monde. Donc, en fait, il pense que la construction logique, le cadre logique lui-même, est vraiment le cadre logique du monde. Peut-être pas le monde en soi, mais en tout cas le monde que moi je construis sur la base de ma sensation. Et donc il faisait d'une certaine manière de la métaphysique sans le vouloir. Non, je pense qu'il dirait, un peu comme Wittgenstein, c'est-à-dire le monde dont je parle, c'est le monde évidemment de la science, et ce monde, il a forcément les formes que je lui ai imposées. Ça, c'est Kant. Ouais. Mais heureusement, ce ne sont que des formes logiques. Ouais. Donc je n'ai pas, d'accord. Simplement, évidemment, c'est. Mais maintenant, suivant que je lui impose ces formes-là ou ces formes-là, ce ne sera pas exactement le même monde. Mais ça, je crois qu'ils savent bien que le monde qu'on construit, c'est pas le monde en soi, si on peut dire. Non, c'est certainement pas le monde. C'est un monde qui est une certaine construction logique qu'on peut établir à partir de données d'expérience. Celui qu'on veut sans doute reconstruire, c'est celui que les sciences nous donnent déjà, parce que mais on voudrait au moins montrer comment on peut, en termes purement logiques, reconstruire tous les niveaux de la science qui existent déjà. C'est plutôt une reconstruction logique. Oui, sur ce point, il me semble d'ailleurs que Carnap revendique une neutralité vis-à-vis de la problématique du réalisme et de l'idéalisme dans la construction logique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il le redit explicitement en disant, en fait, je peux même traduire ce que je dis dans plusieurs langages, le langage réaliste, le langage idéaliste. Donc, en gros, l'idée, c'est effectivement, puisque je parle d'expérience et puisque j'utilise que la logique, est-ce que le monde est déjà là et je ne fais que dévoiler des propriétés, ou bien est-ce que le monde est construit par mon discours? En fait, c'est une question que je ne vais pas trancher moi-même, étant donné la manière dont j'ai procédé. Et donc, il reformule les thèses. En langage idéaliste, voici comment on le dirait. En langage réaliste, voici comment je le dirais de ce que j'ai atteint à ce niveau-là. Et effectivement, merci, c'est effectivement, là, il considère que... mais ça, c'est l'idée positiviste, hein, c'est-à-dire que l'idée, nous, on part des faits, on tire des conséquences, on établit des rapports logiques de conséquences, etc. Mais on ne prétend pas identifier des mécanismes sous-jacents cachés qui seraient vraiment dans le monde et que la science ne ferait, derrière lesquels la science courrait. Nous, on constate et on va exprimer en science un certain nombre alors, de corrélations, de liens, de succession, etc., et de répétition, mais ce sont des lois positives, ce ne sont pas nécessairement des lois sur les hidden structures derrière. Ça, on ne peut pas exclure que les hidden structures soient comme ça, mais on ne le sait pas. Et la science, de toute façon, n'a pas à le trancher. Je connais le réaliste ici qui dit le réaliste de Michel. On veut au moins savoir pourquoi ça marche. Oui. Merci beaucoup pour votre confiance. En fait, j'aimerais donner suite à la question de Baudouin, parce que j'ai l'impression, en fait, dans votre présentation, pas par rapport à Carnap en lui-même, hein, mais par rapport à votre présentation, il y avait comme un questionnement sur l'aboutissement moral du projet de Carnap. Et je me demande si, en fait, ça ne peut pas être trop lié à ce dont vous êtes parti dans une perspective d'histoire de la philosophie, à savoir la philosophie de Kant.
Et chez Kant, justement, il y a quand même une corrélation très forte entre son projet critique et la construction du moral, avec le principe impératif catégorique. Et comment dire, donc je me demande si finalement la manière dont vous avez présenté le projet de Carnap dans l'histoire de la philosophie à travers cette critique finalement de Kant n'appelle pas finalement nécessairement l'élaboration d'une théorie morale à l'appui de ce que fait Carnap. Parce que justement, c'est ce que dit Kant, j'ai limité le savoir pour faire place à la foi, donc il y a ce projet qui tourne autour de la volonté bonne, qui certes repose sur un sujet transcendantal, mais du coup, et c'était en fait l'aboutissement de votre propos à la fin sur le contexte sociopolitique et voilà aussi des impératifs moraux qui s'imposent. Je me demande si finalement dans votre propre présentation, vous n'étiez pas arrivé aussi à maintenir cette corrélation épistémologie morale et à savoir alors quelle morale peut être édifiée à l'appui de ce genre de philosophie. Il y a des belles choses dans l'exposition là-dessus, sur la morale avec le cercle de Vienne, et la politique. Alors, d'abord, je voudrais dire, ce qui motive Carnap, c'est un projet intellectuel. Ce serait magnifique si on réussissait l'empirisme logique, parce qu'on aurait résolu, en gros, Hume sans devoir passer par Kant, enfin, d'accord, en gros. Et donner tort à Kant, c'est pas juste pour se payer un philosophe de Königsberg, c'est parce que c'est quand même lourd. Ça suppose un sujet qui introduise des données, ça suppose qu'il en dispose déjà, ça suppose aussi qu'il ajoute des informations et qu'on ait cette dissociation, la nette, entre le monde phénoménal et le monde en soi. Alors que, de toute façon, s'il n'y a que la logique, ben, on ne sait pas. Le monde phénoménal est peut-être le monde en soi, enfin, d'accord. On n'a pas un indice immédiat que le sujet est intervenu et a modifié, et a introduit toute une série de données qui n'étaient pas dans les données. A introduit toute une série d'informations qui n'étaient pas dans les données. Bon. Donc c'est un projet épistémologique. Au départ, ce n'est pas un projet politique, c'est un projet vraiment épistémologique. Alors, quelle est la place de la morale? Vous savez que pour Wittgenstein, le mystique, tout ce qu'on ne peut pas dire en science, de toute façon, il ne faut pas le dire. Il faut le taire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir politiquement. Précisément, c'est ce qui est lié chez tous ces auteurs à la distinction entre le fait et le droit. Précisément, c'est les jugements de valeur et les jugements de fait. Donc, précisément, ils considèrent la morale, ça va relever de quelque chose de différent. Ça va être des choix. Et précisément, il ne faudra pas cacher les jugements moraux comme si c'était des jugements de science. Il va falloir prendre un moment des positions. Et donc, il ne faut pas penser du tout que ces auteurs considèrent qu'il n'y a plus de place pour la morale. Mais précisément, pas en science. Pas en science, d'accord. En fait, il y a une théorie des valeurs. Dans les sciences sociales, etc., il y a une théorie des valeurs, mais c'est une théorie précisément scientifique des valeurs. Choisir telle valeur plutôt que telle autre, et vouloir construire la société de telle valeur ou telle autre, ça c'est des choix éthiques. Et précisément ne relève pas du discours scientifique. Et il ne faut pas essayer de les dire, il faut les faire. Et alors là, je crois qu'on a toutes les... Quoi faire? Pardon? Ah non, mais alors ça c'est des choix, c'est des choix. Mais donc vous voyez, le geste critique, c'est pas il ne faut pas faire la morale, il ne faut pas croire que quand on fait la morale, on fait la même chose que la science. Et donc il ne faut pas penser qu'on va produire des énoncés moraux qui seront seulement des jugements de fait. Les jugements moraux ne sont pas des jugements de fait. Mais pour te relancer un peu là, parce que là... Pour te relancer un peu, surtout dans la critique d'Heidegger, quand on regarde le détail de la critique d'Heidegger, il y a quand même le fait qu'ils choisissent tous le langage comme outil et pas l'intuition. Oui. Le langage, c'est l'outil du commun. Le fait qu'ils parlent de logique et de clarté qui peuvent être reproduites, communiquées de façon transparente. Oui, c'est quoi? Il y a quand même beaucoup d'outils qu'ils choisissent qui semblent les porter vers une certaine vision politique. Ou une certaine conception de ce qu'est un projet de ce que c'est la rationalité, oui. Oui, que c'est collectif, que c'est partageable. Oui. Et ils sont tous contre l'intuition, mais tous. Oui. Ils détestent la philosophie de l'intuition, ou une langue particulière qui serait la langue suprême de l'être, ou des trucs comme ça. Oui, oui. Donc ça, c'est vrai. Ils sont portés par une certaine conception de la rationalité.
et donc et aussi une conception de l'éthique scientifique, sans doute. C'est ça. Oui, enfin, oui, on trouve les notions. quelque part, donc c'est oui. peut-être ça votre question. Donc, oui. Idéalisé, bien sûr, mais... Oui. Et on a dit que, en gros, c'est aussi une espèce d'espoir qu'on pourrait, d'accord, éviter le pire, mais bon, on verra que c'est faux, enfin, qu'on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, vous l'avez vu même dans l'exposition, c'est très connu. Il dit, dans son texte sur Heidegger, les métaphysiciens donc, essayent de dire ce qu'ils devraient montrer, et peut-être qu'au fond, ils essaient de dire quelque chose qui ne doit pas se dire en science, à savoir notre rapport émotionnel au monde, notre sentiment de la vie, dit-il. Mais ça, c'est ce que font déjà les poètes. Et le problème, les métaphysiciens, ils font ça, mais de manière pas très belle. Donc les métaphysiciens, c'est les poètes ratés, quoi. Oui, sans talent. C'est ce qu'il le dit, hein. Bon, Oui, texto. et parce que, en gros, ça, c'est sans doute quelque chose qu'on peut faire à côté de la science, exprimer nos émotions face à... Et là, on a déjà des jugements, alors pas directement de valeur, mais c'est quand même des jugements évaluatifs, des jugements émotionnels, des jugements esthétiques. Mais ça, alors, c'est pas quelque chose qu'il va falloir dire comme si on parlait du monde, hein, parce que dire, pour Wittgenstein, dire, c'est dire le monde. Vous pouvez, enfin précisément, quand vous montrez, c'est que vous ne parlez plus du monde. Vous parlez de l'outil qui vous sert à dire le monde. Mais et donc la science doit dire le monde. Ça, c'est le scientisme, hein. C'est la science qui doit dire le monde. Les autres disciplines, elles font autre chose. Elles relèvent du mystique en sens général, c'est une notion vraiment bizarre chez Wittgenstein, mais elles relèvent du mystique, c'est-à-dire de ce qu'on ne peut pas dire. Ou bien on peut le dire, mais alors dans des phrases qui sont non descriptives comme les poètes, ou qui ne prétendent pas avoir la même description, du type de description scientifique, vont utiliser un vocabulaire descriptif, etc. Mais ça sert essentiellement, en gros, ce seront d'autres actes de langage, dirait Austin, hein, d'accord. On peut, ou alors on doit agir et faire des choix, mais c'est pas quelque chose qu'on doit essayer de dire. La morale, c'est pas quelque chose qu'on doit essayer de dire comme on dit le monde. Enfin, les choix de valeur, c'est pas quelque chose qu'on doit dire comme on dit le monde. Justement, enfin, c'était peut-être aussi pour essayer de vous ramener un petit peu à la période moderne, comme vous avez évoqué Louise Bouclé. C'est dans le sens où, justement, chez Kant, justement, il est tout à fait d'accord que ce qui relève de la science ne relève pas de la science. Mais pour autant, ça doit bien être pensé et pensé dans les catégories d'une forme de certitude. Et du coup, est-ce que chez Carnap, ou en tout cas dans le projet que vous avez présenté ici, il n'y a pas finalement, notamment dans votre conclusion, finalement, comment dire, un mouvement kantien qui pourrait à nouveau être observé dans ce que vous avez dit, finalement, sur l'ouverture à les jugements de valeur et la politique. Au sens où, ok, ça ne relève pas nécessairement de la science, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une théorie à son sujet qui doit être élaborée selon certains critères. Alors c'est vrai, donc c'est vrai que je dis des choses un peu qui sont en tension. Le côté, c'est pas quelque chose qui se dit mais qui doit se faire, et le fait qu'il y a quand même, c'est ce que j'ai dit, toute une série de sociologues, théoriciens politiques, juristes, qui sont des empiristes logiques et qui ont essayé de développer un discours scientifique sur ces domaines qui relèvent des sciences sociales et même la théorie des valeurs, etc., et qui ont essayé de construire un discours scientifique à cet égard-là. Donc, mais je crois que précisément construire un discours scientifique, ce sera des jugements de fait. Après, c'est bien une bonne manière d'éclairer les jugements de valeur, d'en montrer tout le sens. Mais les jugements de valeur, ça, ils ne vont pas être déduits. Enfin, c'est la fameuse distinction descriptif, prescriptif, is out problem, qui était déjà chez Hume. Hein. On ne pourra pas tirer des discours prescriptifs des discours descriptifs. Donc on pourra décrire les valeurs, on pourra décrire les rapports de valeurs, mais il n'y a pas une morale qui se déduira de la science. Mais un peu comme chez Kant, ce sont deux sphères séparées. Mais c'est comme penser que la CIA va promouvoir l'empirisme logique dans les facs américaines dans les années 1950. Parce qu'elle est apolitique. Et une fois qu'ils ont traversé l'Atlantique, étant donné qu'ils étaient presque tous juifs, communistes ou gays. Les mouvements des droits civiques noirs, par exemple,
afro-américain s'enracine justement sur la phénoménologie et l'existentialisme dans les facs catholiques américaines. C'est là que naît philosophiquement quand même, en se basant sur l'existentialisme, avec toutes les catégories que le positivisme logique exclut. Le sens, le ressenti, je suis opprimé, je me sens mal. Ça va s'articuler. Le disait Frantz Fanon, même non francophone, et les premiers grands militants afro-américains vont se baser sur Sartre, la première réception américaine de Sartre, dans les facs catholiques américaines, hyper-continentales. Et derrière, lors de l'APA, l'American Philosophical Association, est noyautée à ce moment-là par la CIA, qui impose dans les grands départements le positivisme logique comme étant justement un moyen de contrer le fait de prendre au sérieux ces revendications sociales. Je ne connais pas exactement le rôle qu'a pu jouer, mais par contre, c'est assez bien documenté. L'implantation progressive de la philosophie analytique dans les universités américaines, donc il y a effectivement un phénomène contingent qui est la fuite la philosophie analytique, elle est née en Europe centrale. C'était plus plutôt de bon ton. Carnap, je ne connais pas bien, mais Alfred Ayer, par exemple, était plutôt un mec libéral, de gauche. Oui. Ils étaient, la plupart étaient de gauche, etc. Oui. Mais par contre, aux États-Unis, ils vont servir un projet néoconservateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va concrètement... Enfin, il y a un bon historien néerlandais de la philosophie analytique qui a vraiment reconstitué ça, qui est allé regarder dans les... poste par poste, à Harvard, à Princeton, à Chicago, etc., comment ils ont été discutés et qui étaient les candidats. Puis il a été regarder les archives des débats entre la commission de recrutement, quoi, hein, et pourquoi on a choisi telle ou telle personne, etc. Et il y avait une tradition pragmatiste, il y avait aussi une tradition, il y avait une sorte de, je ne sais pas si on peut dire ça, spiritualisme, enfin, il y avait... Transcendentaliste. Comment est-ce que ça s'appelle Mais c'est vrai, tu as raison. Entre un Carnap et un Hempel est complètement dépolitisé. Donc, quand l'empirisme logique, ces empiristes logiques-là ont déménagé Reichenbach aux États-Unis, ils ont arrêté de parler de politique complètement. On a dans les archives de Carnap les lettres de menaces de mort, parce que les gens disaient c'est un rouge et on va t'avoir. Et il a arrêté de parler c'est vrai que les gars de son côté communiste complètement. Reichenbach les gars qui avaient survécu au nazisme, quand ils sont tombés sur le macartisme, ont dû sans doute... C'est ça, mais l'intervention de la CIA, tout ça, c'était dans le macartisme. Ok, mais par contre... Et c'est vrai que la génération suivante, MPL, etc., ils sont apolitiques. Donc je ne peux pas, disons, exclure cette lecture, disons, un peu plus centralisée, la CIA impose. Mais on a aussi, c'est aussi documenté sur qu'est-ce qui fait que les acteurs de terrain choisissent tel ou tel... Et alors là, c'est assez intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que la philosophie analytique leur paraît plus solide. Et en fait, et aussi, elle amène des résultats plus partagés. Et donc, ça fait dire, c'est aussi parfois plus de publications, plus etc. Donc c'est surtout pour ça, du point de vue des acteurs de terrain, alors maintenant parfois ils sont manipulés, enfin, ils ne se rendent pas compte que ça sert d'autres projets politiques. Mais quand les comités de recrutement choisissent, c'est notamment sur le fait qu'elle obtient des résultats assez concluants et consensuels. Et donc, que c'est bien que les étudiants soient formés disons, à travailler des démarches qui arrivent à des résultats, un peu comme en sciences. Il y a l'espèce de fantasme, en fond, une manière de faire de la philosophie serait peut-être de faire comme en science, et on va arriver à des résultats consensuels, on va travailler avec les mêmes outils, utiliser les résultats des uns des autres pour les approfondir, etc. Et alors, donc, il faudrait que je retrouve ce gars. C'est Schuringer. Comment ? Christophe Schuringer. Non. Ça pourrait être Fons de Wolf. Oui, c'est ça. Mais qui est belge, je pense. Ah oui, il est belge. Il est à Gand. Il est à Gand, je ne sais pas s'il est néerlandais d'origine, mais il est à Gand. Ok. Fons de Wolf. Et donc, ils sont plusieurs même, mais on va reconstituer concrètement en regardant les archives, les arguments. Alors, on sait que les arguments peuvent être aussi, mais peuvent être aussi une cachette, si on peut dire pour d'autres choses, mais les arguments des uns et des autres, et on voit alors, il a retracé la perte progressive de courants pragmatistes, etc., dans les universités américaines, et la montée en force en quelques années, et pas exactement de la même façon dans toutes les universités, des philosophes analytiques. Et je crois qu'il y a une dimension éthique très importante chez les positivistes logiques, c'est la liberté individuelle, la liberté d'expression, en réaction avec une culture très
religieuse ou théocratique, dogmatique, qui empêchait de dire certaines choses. Hein, et donc, et d'ailleurs, ils ont eu des ennuis. Hein, les positivistes logiques à Vienne, hein, dans un milieu quand même assez conservateur, qui justement voulaient critiquer certaines positions théoriques des positivistes logiques, parce qu'elles, disait-il, s'opposaient à une certaine interprétation de la religion à l'époque. Donc la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de partager, de converser, etc., ça, ce sont quand même des dimensions éthiques, enfin, qui sont pratiques, pragmatiques, mais qui sont... C'est la politique scientifique dont on parlait, oui. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans les universités américaines aussi. Donc en gros, il y a des universités qui ont beaucoup résisté à la philosophie analytique, précisément parce que je ne sais pas si c'était perçu comme communiste, mais c'était certainement perçu comme remettant en discours, notamment des discours d'autorité, etc. Oui, c'est ça. Et donc il y a eu des... Enfin, en gros, qui s'étaient perçus indépendamment de ce qu'ils exprimaient dans quoi que ce soit dans leur théorie, mais par leur méthode même, comme potentiellement athées. Et donc, Oui, les enfants, on les accepte pas. J'ai eu le privilège d'enseigner il y a 35 ans dans une université qui s'appelait The Catholic University of America. Oui. Et ils étaient très réticents à la philosophie analytique. Hein. Oui. Donc il y a 35 ans. Et dans les années 50-60, c'était Durant le Red Scare, oui, ça ne devait pas être drôle. Bon, on va quand même si j'ai encore des questions, je m'excuse, on va quand même remercier notre conférencier.